Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio, ou plutôt par studio interposé, Stéphane, alias Crazy Red, de la chaîne Twitch Crazy Red, si je ne me trompe pas, pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien, car nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets ou des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors, Capitaine Red, que peux-tu nous dire sur toi, aux Wargamers qui nous regardent? Eh ben écoute, déjà on va commencer par dire bonjour. parce que voilà, que ce soit le matin ou le soir, comme ça on est tranquille. Bonjour à vous. Merci d'être là. Écoute, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité pour partager ce petit moment avec toi. Donc ouais, moi c'est Crazy Red. Alors j'ai eu une promotion. Je suis amiral Crazy Red maintenant. Je suis le grand amiral de notre armada. Donc voilà. Bah écoute, moi, donc comme tu as dit, donc c'est Stéphane. J'ai 34 ans. Je suis tombé dans le hobby il y a tellement longtemps qu'il faudra qu'on en parle de ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur le hobby. Oui. Je suis en région toulousaine. Je suis un wargamer d'Occitanie, de notre belle Occitanie. Pas du tout natif de là de base. Moi, ça s'entend que tu n'es pas normalement, autour de la table, quand je joue et que je commence à choper un peu le sel, tu vois, il y a mon vrai accent qui remonte un petit peu, parce que je suis du sud-est, moi. Alors, je suis pas de Marseille même, je suis plutôt de Nice. Mais on a cet accent un peu chantant lorsque tu commences un peu à me les... qui remonte légèrement, tu vois le délire. Mais voilà, donc ouais, ça fait maintenant pas mal d'années que je suis arrivé sur Toulouse et que j'ai redécouvert le hobby justement grâce à mon arrivée sur Toulouse et surtout que je me suis réellement dévolu à ce hobby, que ça soit IRL avec les copains ou même sur Twitch et YouTube récemment, quelques mois maintenant. Yes. Alors, première question, on rentre dans le vif du sujet. Comment es-tu entré dans le hobby? Par qui? Et à quelle occasion? Alors, j'ai eu plusieurs faux départs, en fait, on va dire, avec le hobby. Ça a été au début un petit peu, je mets un pied, je ressors, tu sais, vraiment frileux. J'ai commencé à toucher à une figurine pour la première fois. Je devais avoir 7 piges. On était en 97, voilà, puisque, voilà, comme j'ai dit, j'ai 34 ans, donc je suis dans les années 90. Et en fait, c'était pas du tout avec du Warhammer, pas du tout avec du Wargame en lui-même, mais vraiment que sur le côté collection, puisqu'en fait, c'était avec des figurines en plomb napoléoniennes de mon oncle. Donc Yes. tu vois, vraiment, on était sur un autre truc, et même à ce niveau-là, c'était en 97, mais c'était pas sur une figurine qui avait été façonnée en 97, hein. On était sur un truc encore plus vieux, donc belle signature à peindre. Et quand t'as 7 ans, pardon, t'as des doigts, ils sont pas tellement adaptés, pas forcément à la dextérité. Je pense que eux, d'Austerlitz, ils sont jamais rentrés, tu vois. Littéralement, ils sont passés directement dans la tente médicale. Ils se disent non, c'est pas possible. Ou alors on voyait la première ligne, ça va peut-être leur rendre service. Mais voilà, donc ouais, j'ai fait ça un petit peu avec mon oncle. Et un après-midi, tu vois, où il me gardait, mes parents devaient pas être dispo, et donc il m'avait envoyé chez mon oncle. Et j'avais fait ça avec lui un après-midi, c'était cool. Mais ça a été juste une première fois, tu vois, comme ça. Et il a fallu par contre que j'attende pas mal d'années et la mauvaise influence de camarades de classe sûrement pour me lancer dans Battle. Donc là on est plutôt en 2001-2002 je pense par là. Et un copain qui faisait des nains à l'époque sur Battle. J'avais trouvé l'armée fantastique, magnifique. Et je me suis dit bah tu sais quoi, j'ai envie d'avoir mon armée à moi, j'ai envie de tester aussi. Donc forcément je me suis dit si on doit se mettre sur la tronche, on va se mettre sur la tronche avec une armée qui a rien à voir avec la tienne. Et je vais faire des elfes noirs. Et voilà. Et ça tombe bien parce que c'est toujours les mêmes. Voilà, eux par contre, effectivement, ils sont toujours là, donc ça va. Et ouais, donc j'ai commencé vraiment 2001 avec une petite boîte d'Affrelance. Alors à l'époque, c'était juste des lanciers elfes noirs, ils n'avaient pas encore ce nom d'Affrelance. Ce nom affreux d'ailleurs. Je me rappelle. Ouais, non affreux, on va pas se mentir. C'est ma daronne qui pareil, à un moment, j'avais dû bien travailler à l'école ou un truc dans le genre, qui m'avait dit allez, ça marche, on va aller t'acheter ta première boîte. Et je me suis retrouvé donc littéralement au fin fond d'un jouet club à déterrer des cartons qui étaient planqués pour trouver une boîte de guerriers elfes noirs, de lanciers elfes noirs, le régiment de 20 à 17 €. Ouais, faut pas en parler. Faut pas en parler. Il y a prescription. Voilà. Donc non, donc c'était en 2002 puisque c'était déjà en euros. J'allais dire c'était en francs pinais, tu sais. Mais... Ouais. Et donc ça c'était pas à Toulouse alors pour le coup.
Non, non, là pour le coup, c'était dans un jouet club à Antibes, à l'époque, voilà, où j'étais dans les Alpes-Maritimes. Effectivement, donc petit jouet club qui existe toujours, hein, d'ailleurs, qui est peut-être même un des plus grands jouets clubs du département. Yes. Qui avait ça, mais qui était déjà relégué tout au fond d'un truc, planqué derrière des maquettes d'avions et de chars d'assaut. Vraiment, tu sais, vraiment, bah, le hobby tel qu'on l'a connu à ses débuts, c'est-à-dire vraiment le truc ultra marginal, dont, voilà, c'est... D'un côté, t'avais le hobby, de l'autre côté, t'avais les bouquins de Gideals pour faire du JDR, quoi. Exactement. Les parias, c'est par là, c'est au fond là-bas. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand j'en ai parlé au vendeur, que je lui ai dit, vous avez des boîtes de Warhammer? Le mec m'a regardé avec des billes Comac. Et je lui ai dit, de quoi tu me parles, frérot? Et il n'y avait pas dans ton coin alors de games, de magasins games? Alors, il y en avait un, mais alors de boutique officielle, il y en avait un, mais qui était en centre-ville de Nice. Et moi, j'habitais loin de Nice, j'habitais à 40 km de Nice. Donc autant dire que quand t'as 12 ans, motiver tes parents à aller se perdre un samedi après-midi en plein centre-ville de Nice pour aller acheter des boîtes de petits bonhommes à peindre, je t'avoue que ouais, c'était pas le plus facile. Par contre, effectivement, et ça je l'ai su que plus tard, et une fois que je m'étais déjà un petit peu lancé, il y avait une très très bonne boutique qui a fermé malheureusement depuis, mais qui était en bas du boulevard Carnot à Cannes, parce que j'étais plus proche de Cannes, ça s'appelait l'Entrejeu, qui était à la fois une salle dans laquelle j'allais faire mes LAN, etc. quand j'étais gamin, et qui était en fait, qui vendait aussi vendait du pitou, et ça, bah, sur le coup, je m'en étais pas aperçu de suite. Ils organisaient des games, mais entre adultes. En fait, le soir, une fois que la boutique était fermée, ils se faisaient leurs games entre eux. Moi, j'avais 12 piges, je ne m'étais jamais rendu compte. T'étais pas invité, voilà. T'avais pas les bonnes baskets. Non, c'est ça. Mais surtout, en plus, j'avais juste mon régiment de lancier elfe noir. Hein. Tu vois, j'y comprenais rien. Ouais, pour jouer, il me fallait une armée. Bon, j'ai pris une boîte, et puis voilà. C'est quelques années après où j'ai récupéré des chevaucheurs de sang-froid, les anciens, ceux qui ressemblaient vraiment à des tyrannosaures à l'époque, des assassins elfes noirs, le fameux lame noir qui est un personnage qui a disparu, mais qui était tellement cool. Et voilà, et c'est comme ça que je suis rentré. Et vraiment, par contre, j'ai vraiment mis le pied dedans, où là, j'ai eu beaucoup de figurines. Comme beaucoup de personnes de ma génération, ça a été à la sortie du Seigneur des Anneaux. Ah oui. Et la fameuse collection Hachette du Seigneur des Anneaux des années 2003, 2004, par là. Où là, tous les mois, je recevais mes numéros, j'étais comme un dingue. Je les ai encore d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je les ressors. Peut-être qu'un jour je me fais un délire quand j'ai plus rien à peindre. Quand t'as plus rien à peindre, c'est mort, ça n'existe pas. Voilà, j'allais te dire cette fameuse phrase, c'est l'Arlésienne, quoi. Je peux te dire que tu vas passer de boîte de la honte à caisse de la honte, de caisse de la honte à grand meuble de la honte, et à un moment tu seras comme moi, c'est-à-dire tu auras une pièce de la honte. Ouais, bah ça y est, et là, j'ai mon garage de la honte là. Ça y est, bon, d'accord. J'ai déménagé il y a 3 mois, on a pris un garage, la moitié du garage c'est des boîtes en attente d'être peintes. Ok, bon, bah, on se comprend alors. Alors ouais, non, là, même combat. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby à part stocker des boîtes? En fait, c'est le côté réellement complet du hobby, c'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement d'aspects. C'est pas juste un jeu de... Moi, par exemple, tu vois, pour être hyper transparent avec toi, je suis absolument pas jeu de société. C'est-à-dire quelqu'un... Alors, il y en a quelques-uns que j'aime bien, on va pas se mentir, mais tu m'invites pour un Cluedo, tu m'invites pour un Monopoly, ça va rapidement, tu vois, me passer au-dessus de la tête. Il y en a 2-3 que j'aime bien. Seven Wonders, je trouve ce jeu génialissime, par exemple. Comment ça s'appelle? HeroQuest, forcément, bah ça aussi je trouve ça super cool, mais tu vois on est déjà un peu plus sur le jeu de rôle que sur le jeu de plateau en lui-même, mais beaucoup de mal avec le jeu de plateau, beaucoup de mal avec le jeu de société en lui-même. C'est pour ça que moi quand je suis rentré dans le hobby, à la base je suis pas du tout rentré pour jouer, je suis rentré pour peindre des pitous parce que c'était ce qui me plaisait. Mais au fur et à mesure, à échanger avec des gens, à discutant avec d'autres personnes qui avaient d'autres façons de consommer le hobby, bah, je me suis pu me rendre compte effectivement que c'était pas juste la vision hyper étriquée que j'en avais de petits bonhommes sur lesquels j'allais mettre de la peinture pour essayer de raconter une histoire. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus l'histoire, l'univers en lui-même autour des différents aspects du hobby, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu cette vision de hobby, pour beaucoup c'est Warhammer, c'est machin, mais t'as d'autres gammes, t'as d'autres produits faramineux, des licences qui sont peut-être moins connues, des jeux qui sont moins connus, mais qui sont tout aussi intéressants. Et en fait, c'est ça, tout simplement, qui me plaît, c'est que, quoi qu'il arrive, tu trouveras chaussure à ton pied dedans. Quoi qu'il arrive, même toi-même, en fonction de tes aspirations, parce que tu n'as pas forcément toujours les mêmes envies, tu évolues dans le temps, tu as des choses que tu veux à un moment, que tu veux plus, et inversement, et bah, tu auras toujours quelque chose à faire. Moi qui étais un grand consommateur de jeux vidéo, depuis que j'ai réellement mis la tête dans le hobby, mon temps libre, le temps que je m'alloue à moi-même, etc.,
ne se situe que autour du hobby aujourd'hui, parce que j'ai toujours quelque chose qui me plaît à faire. Oui, tout à fait. D'autant plus que, comme tu le disais très bien, ou en tout cas de manière sous-jacente, pardon, en fait, les influences extérieures, par exemple cinématographiques ou autres, nous influent dans notre hobby. C'est-à-dire que c'est complètement transversal. On finit par être... typiquement le Seigneur des Anneaux, mais pas que. Parfois, on se refait un vieux film, on se refait un Alien, on se refait un truc, et on se dit... Oh, tiens, j'avais pas pensé à ça, tiens, je pourrais faire mes Space Marines comme ça, ou du coup ça me redonne envie de faire du tyrannide, ou la grande question, comment réussir à faire des tyrannides qui ressemblent à du Alien et que ce soit correct sur table, ce qui est un défi pratiquement jamais réalisé, parce que sinon ça fait des grosses masses noires et en fait sur table c'est dégueulasse. Mais voilà, et c'est un petit peu, comme je dis souvent, quand tu veux reconnaître un hobbyiste sur la plage, c'est un mec qui se balade avec au lieu de regarder les gonzesses, il regarde ses pieds et dès qu'il trouve un caillou, il dit putain, ça ferait un bon décor. C'est ça, on voit le hobby partout. Voilà, exactement. J'ai eu cette réflexion, typiquement, il y a peut-être un mois, post-déjeuner, je me mets souvent des films, tu vois, que je peux consommer rapidement pendant que je mange. Et je me suis regardé pour la énième fois les Chroniques de Riddick, donc Pitch Black 2. Ouais. Et dans celui-ci, tu as la fameuse faction ennemie, donc les Necromongers, qui sont avec des armures très stylisées gothiques, etc., très, très morbides. Putain, ça pourrait être un bon custo, tu vois, pour changer de certains Blade Guard Space Marines, tu vois, qui sont très légionnaires, etc., arriver à resculpter un peu ça, donner ce côté très morbide dans le cast, tu pourrais presque te faire une armée de chapelains complète avec ce truc de Necromonger. Puis je me suis dit, ouais, mais au niveau conversion, frérot, t'as déjà pas le temps de terminer tes armées normales, est-ce que tu veux vraiment te lancer dans une armée convertie? Ouais, mais peut-être que... Mais effectivement. Peut-être que ça reviendra. Moi, par exemple, ça a été pendant longtemps les armées, dans Game of Thrones, tu sais, la garde du roi. Enfin, ouais, le manteau blanc. Donc, ouais, les manteaux. Putain, se dire, je vais faire une armée blanche et or, tu sais, réussir à aller taper là-dedans alors soit pour du Custodes, soit pour même d'autres armées, la Death Guard et tout. Et au final, je l'ai fait pour mes sorts de bataille, tu vois. Mais tu finis toujours par être rattrapé par des choses comme ça qui t'ont plu à un moment. Donc voilà. C'est ça, c'est le matériel en fait qui est tellement permissif en fait. Au final, tu te rends compte que dès que toi, tu t'enlèves tes carcans de ce type, où tu vas toi-même te restreindre et tu laisses ton imagination faire, que tu te laisses te dire ok, ça va peut-être être long, ça va peut-être être compliqué, mais est-ce que ça c'est réellement un problème? Et en fait tu te rends compte que tu veux. Oui, tout à fait. Je me rappelle par exemple quand j'ai vu Furiosa, non pas Furiosa, mais celui de Fury Road. Fury Road, Mad Max Fury Road, tout à fait. J'ai un copain qui, d'ailleurs, te ressemble assez physiquement, qui avait fait des vidéos sur la chaîne d'ailleurs, qui s'appelle Hagrid, et qui est un joueur de football américain que je salue d'ailleurs, salut Hagrid. Alors effectivement, on se ressemble beaucoup, parce que le football US, moi tu sais, ça fait partie avec le hobby, ça fait partie des trucs qui me passionnent le plus. Ah tu vois, on n'en avait pas parlé avant, mais là, lien encore. Avec Hagrid, là. Ah ouais, il est vice-président des Marauders, dans lesquels j'ai joué d'ailleurs à l'époque. Ok. Donc voilà. Mais c'est autre chose. Et tout ça pour te dire qu'il avait, après Mad Max Fury Road, tenté de faire une armée orque albinos pour les globulars, tout ça. Et puis en fait, il a rebondi dessus et j'ai repris le projet et moi j'ai fait l'armée. Et donc, c'est une armée que j'ai en orque, que j'adore, avec que des véhicules et que des mecs avec des orques albinos. Et donc, voilà, j'en suis très fier. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée au départ, tu vois. Et c'est moi qui me disais, je ferais pas d'orque. Et en fait, tu vois, le pote qui a le truc, il te le passe. C'est vraiment sympa. De toute façon, voilà, avant tout, même si, comme je l'avais dit plusieurs fois, c'est un truc que tu fais solo dans ton coin la plupart du temps. 90% du hobby, tu vas le faire toi devant ton petit bureau à peindre tes trucs ou à préparer tes listes. Mais à la base, c'est quand même un truc communautaire, donc forcément, que ça soit les influences mainstream, pop culture, etc., qui vont impacter, mais il y a aussi tes potes. Là, tu vois, récemment, je me suis mis moi aussi à démarrer une armée de Sista. Là, tu vois, tu parlais de Sista justement. J'ai commencé à en démarrer une. Mais à aucun moment dans ma vie de hobby, je me suis dit, les Sista, j'ai envie d'en faire. J'ai vu des potes jouer, puis j'ai vu que c'était kiffant. Alors, il se trouve qu'en ce moment, c'est puissant, mais si c'est un kiff, en fait, moi, t'as pas besoin de m'en dire plus. C'est un copain qui me dit, joue cette armée, tu vas voir, c'est super marrant, c'est super sympa. C'est bon, ça me suffit à me vendre une armée, moi. Et justement, tu fais une super transition. Ma parole, tu es un vrai streamer. Quel jeu pratiques-tu aujourd'hui? On a dit que tu avais joué à Feu Battle il y a quelques temps. Aujourd'hui, quel jeu pratiques-tu?
Alors, principalement, effectivement, moi je suis sur les gros jeux de chez James, donc je fais donc les 2 jeux principaux de G, ça va être vraiment le 40K qui est le numéro 1 actuellement chez moi, puis AOS depuis moins d'1 an, là ça va presque faire 1 an d'ailleurs que je me suis lancé sur AOS. C'est vraiment voilà les 2 gros blocs, les 2 gros monolithes même, à nos amis Necron, de ma collection. Après, je fais un petit peu d'Underworld parce que c'est un modèle, un jeu qui se joue beaucoup plus rapidement, beaucoup plus en mode apéro, parce que ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien. De temps en temps, j'ai besoin de faire de grosses parties, mais j'aime bien aussi jouer très rapidement à un petit jeu rapide. Voilà, c'est marrant parce que je disais que j'aime pas les jeux de plateau parce que machin, etc. Mais par contre, on me sort dans l'univers du hobby un simulacre de jeu de plateau et je saute dedans à pieds joints. Alors justement, là, la V4 d'AOS, Spearhead, hein, c'est presque un enfant naturel d'Underworld. Moi, j'aime beaucoup aimer Underworld. Hein, c'est un jeu, j'ai pas réussi à le lancer dans mon association parce qu'il y a eu aussi la V10 de 40K qui est arrivée, qui a un petit peu tout balayé. Spearhead en AOS V4, t'as testé? Comment tu... J'ai testé qu'une seule fois. En une seule après-midi, j'ai fait 3 games. Voilà, ouais, et en plus 3 parties différentes parce que j'ai joué 3 armées différentes à ce niveau-là. C'est l'avantage justement d'avoir beaucoup d'armées en réserve, mais ça on en parlera plus tard. Ça m'a permis de tester 3 Spearhead contre 3 Spearhead différentes, donc vraiment tu vois, tester déjà tu vois la rejouabilité du truc, avoir un avis sur l'équilibrage, etc. Et c'est un mode que j'ai réellement surkiffé. De base, j'aime beaucoup ces formats-là, ces petits formats, ça se combat de patrol côté 40K. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, je suis un gros détracteur quand même de ce format-là. Spearhead, mon Dieu, que c'est bien. Ah, bah c'est ce qui me semble. Franchement, je n'ai pas entendu une personne. Alors, quelques-uns me dire attention la rejouabilité, attention le fait que ce soit pas flexible dans les listes, ça peut être un problème à moyen terme, si ce n'est à long terme. Mais sinon, j'ai entendu personne me dire que c'était pas bien. Et ça, c'est quand même, c'est quand même déjà assez rare pour être noté sur un jeu Games Workshop. Et en plus, et en plus, ça donne envie, quoi. Ça donne envie d'essayer, hein, franchement. C'est ça. Les principales critiques, effectivement, tu les as dit, tout ce format-là, ça va être sa rejouabilité, ça va être sa modularité, c'est-à-dire, effectivement, tu prends 2 listes ancrées, machin, mais le format, en fait, veut que ces listes soient comme ça. Et par contre, rien n'empêche James de faire pop de nouvelles listes pour venir compléter ça. Rien n'empêche James de faire pop de nouveaux plateaux de jeu, de nouvelles cartes d'objectifs, de nouvelles cartes de péripéties, ce genre de choses-là. Parce que c'est quelque chose qu'ils font déjà. Ils l'ont fait avec 40 000 du combat de patrol. Dans les White Dwarf, ils te filent de nouvelles combats de patrol, ils te filent de machin, etc. Ils te filent. Tu achètes via le White Dwarf ce nouveau contenu. Mais au final, voilà, donc les seules critiques qu'on a trouvées actuellement, parce que ça reste frais, hein, la V4 d'AOS, elle a que 1 mois. Hein. En fait, elles sont facilement traitables, facilement solutionnables, simplement avec du contenu qui va ponctuellement sortir via le White Dwarf. Et d'ailleurs, ça a relancé leur système bunker. C'est incroyable le nombre de personnes qui se sont réabonnées à White Dwarf depuis. Alors nous on l'a prôné, hein, clairement, dès l'instant où j'ai vu ce système bunker sortir, avec justement ce qu'on attendait d'un White Dwarf, c'est-à-dire non pas simplement un catalogue, non pas simplement des belles figurines, mais du fluff, du lore, mais aussi des contenus jouables. Tu vas dans ton assaut, t'as le dernier scénario de la dernière bataille, que ce soit en 40 000 en AOS ou autre. Et là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont tout de suite intégré du Warcry, ils ont tout de suite intégré d'autres jeux qui n'étaient pas forcément leurs core games. Pour l'instant, ils n'ont pas intégré The Old World, c'est bien dommage, mais en tout cas, c'est évident que, en plus de ça, à la fin de l'année, ils te vendent un bouquin avec tout ce qu'il y avait dans les White Dwarf, et puis voilà, en voiture Simone. Mais non, oui, ça a été un ultra gagnant parce que ça a relancé White Dwarf, alors que plus personne. Enfin, moi, je connaissais plus grand monde qui les achetait, honnêtement. Ouais, personnellement, moi, c'est la seule fois où j'avais acheté le White Dwarf avant que je l'achète de façon plus régulière désormais, c'était la fois où ils avaient sorti toutes les clés Steam offertes avec le bundle, avec tout ce truc-là. Voilà. Là, je me suis dit, ok, là, je le prends. Mais même aujourd'hui, hein, je vais pas te mentir, le White Dwarf, je l'achète tous les mois. Je vais peut-être lire la moitié de ce qu'il y a dedans. Voilà, mais je vais le prendre pour le contenu en plus, pour les petites cartes de jeu, pour le bunker, pour tous ces petits trucs là. En fait, réellement, ce qui va me permettre d'aller faire des trucs avec les copains. Exactement. C'est tout bon à dire, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de me dire,
les gars, j'ai le nouveau scénario, venez on le teste, venez on se met sur la tronche. Ouais, et en plus, Voilà. c'est quasi un sans faute. Ils sont tous excellents, les scénarios qui sont sortis depuis le mois de décembre dans le bunker. Ils sont tous fun, ils sont tous sympas, ils sont souvent beaucoup plus fluff et beaucoup plus ancrés dans le lore du jeu que ce qui sort par exemple avec les cartes ou quoi que ce soit. Donc non, c'est vraiment super produit, vraiment très très bien. Alors tu nous as parlé de 40K d'AOS et d'Underworld. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pratiques? Ouais. Alors, je pratiquais, j'ai envie de les faire revenir, mais ça fait très longtemps que je les ai pas fait. Il y a le All Out War de The Walking Dead que je fais aussi. Donc c'est un jeu de figurines pareil que j'ai commencé. J'ai dû le commencer en 2016 ou en 2017. J'y ai joué pendant 2 ans et puis j'ai laissé complètement en pan, mais il faut remettre un petit peu au goût du jour parce que c'est un jeu qui est fun. C'est un wargame un petit peu dans le même style que ce que tu vas avoir avec MCP par exemple. Donc ça se joue très bien, c'est très sympathique, c'est des pots de figurines, et en plus c'est à la fois coop, à la fois PVP et à la fois JDR, puisqu'il y a quand même pas mal de choses, parce que tu vas pouvoir jouer potentiellement avec 2 équipes de 2 joueurs qui vont contrôler une partie de figurines et un maître du jeu qui va incarner les zombies. J'ai peint tout le Kickstarter à l'époque quand il est sorti, et les figurines étaient hyper agréables à peindre. Le système, le format qui fait que la taille des voitures, par exemple, on pouvait retrouver des choses dans les jouets pour les enfants ou des choses comme ça qui permettaient de faire des décors. C'est super bien trouvé. Franchement, c'est un super jeu. Ouais, c'est vrai. C'est exactement l'argument qui m'a lancé dans le truc. Je me dis, attends, plutôt que leur plaquette en carton qui simule les bagnoles, je peux aller me trouver une Hot Wheels ou 2 un petit peu de grande taille, là, une majorette, que je vais pouvoir repeindre et cascailler bien comme il faut, quitte même à la laisser 3 semaines dans une bassine pour la faire rouiller et après la poser sur la table. Banco, j'achète. Non, c'est vrai. Et le fait que tu puisses avoir ta figurine en normal et en zombie, et ainsi de suite. En fait, c'est un zombicide plus, même si moi j'adore zombicide personnellement, mais voilà. Et c'est vrai que nous, on joue aussi zombicide avec un maître du jeu. Donc il nous prépare beaucoup les choses, et c'est vrai que ça up complètement le jeu. On passe très rapidement. Zombicide, bon jeu aussi, ça fait partie, effectivement, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais des quelques jeux sur lesquels, là, je lance une partie avec les copains de façon motivée. C'était plus la première version de Zombicide avec lesquelles j'avais de mal, parce que forcément, moi, tu mets des figurines sur une table, j'ai envie de les peindre. Et les premières figurines de Zombicide, beaucoup de gens sont rentrés dans le hobby d'ailleurs en voulant peindre leurs figurines de Zombicide, et je les trouve compliquées à peindre. Je les trouve... voilà, c'est... Si tu as l'habitude de faire du freehand, si tu as l'habitude un petit peu de pallier au manque de sculpture, bah, c'est agréable. Mais pour quelqu'un qui va se lancer dans le hobby, je trouve qu'elles sont pas assez guidantes. Même si ce mot n'existe absolument pas. Exactement, c'est pas une peinture au numéro. Et c'est là où on se rend compte, d'ailleurs, quand on va un petit peu ailleurs, de la qualité des sculptures des figurines games, même celles qui ont plus de 20 ans, elles sont quand même beaucoup plus faciles à peindre que la plupart des figurines comme ça, même de Zombicide, ou même peut-être... Moi, j'ai peint les premières versions des figurines de Song on Fire, là, à Soif. Elles n'étaient pas évidentes à peindre quand même, elles étaient cassantes, le plastique très dur, la peinture qui accroche pas, la sous-couche qui accroche pas sur les figurines, enfin, et puis la peinture au numéro qui est compliquée, parce qu'il y a un moment où est-ce que ça arrête la manche, est-ce que le mec c'est sa main, il tient quoi, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des gants, est-ce qu'il y a des maniques, machin, tu sais plus où regarder en fait. Et c'est vrai que d'un côté tu dis c'est bien, t'as un canevas libre, à fun, vas-y, libère ton esprit, Néo. Mais quand tu démarres pour la première fois, là justement, tu as envie qu'on te prenne peut-être un petit peu plus par la main quand même. Exactement. Alors, actuellement, quel est ton jeu préféré? Difficile. Alors, difficile non, parce que réellement, quand je te dis que j'ai eu un coup de cœur pour Spearhead, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel copain qui me dit viens ce soir à la maison, on se fait une partie de Spearhead, j'annule tout autre plan et je vais me faire du Spearhead. Ah oui, quand même. Je suis là même, un copain qui me dit je suis dispo que de 18 à 20 pendant ton stream pour faire un Spearhead, je suis capable d'annuler un stream pour aller faire un Spearhead. Bon, donc la prochaine fois que tu trouves une excuse bidon parce que ton stream a sauté...
Ouais, voilà, je vais devoir, je pense, justifier, envoyer des photos pour dire que je vous promets les loulous, je suis pas en train de faire une partie de Spirit. Alors, est-ce que t'as pas peur, t'as des questions subsidiaires, ou dégraissantes, je sais pas comment on dit. Est-ce que t'as pas peur justement que, parce que c'est quand même un petit peu la petite musique même chez Games d'ailleurs, que Spearhead prenne le pas sur ce que devrait être AOS V4, c'est-à-dire le jeu high fantasy de bataille fantastique. Et ce qui serait d'ailleurs un coup de chance pour eux, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une certaine un certain frottement, on va dire, entre The Old World et AOS. Ouais. Bah, effectivement, on peut que avoir une crainte. C'est là quand on voit effectivement tout ce qui est sorti de la gamme AOS, même si nous on pas dit, mais pour que ça soit réinjecté dans The Old World, et toutes les Beasts of Chaos soient partis. On sait bien que dans sous peu, on va nous dire, bah Coco, vous voulez jouer vos Beasts of Chaos, mettez-les sur des socles carrés ou sur des socles rectangulaires. Oui, on l'a déjà dit, oui, clairement. Attends, voilà. Effectivement, ce côté de multiplication de ce que j'appelle les jeux apéro, donc ces formats très courts, très restreints, qui sont aujourd'hui annoncés comme étant un format d'entrée de jeu pour donner aux gens envie de se lancer, machin, etc., qui est au demeurant une très très bonne idée. Marketingement, c'est très intéressant, et même d'un point de vue hobby, on n'est pas lésé quand on est un joueur habitué. On prend quand même beaucoup de plaisir avec ce format-là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on ne peut que avoir peur aussi de se dire, est-ce que ça ne veut pas dire que de l'autre côté, ils vont potentiellement lâcher la bride sur les grands formats, avoir un petit peu justement ce côté où on va venir sur des jeux plus petits, parce que de toute façon, le compétitif, nous, on ne veut pas en entendre parler. Ça, c'est quelque chose avec lequel, avec Games, j'ai un peu de mal aussi là-dessus. C'est que c'est beaucoup pour des petits formats. Alors que quand on regarde la façon dont sont construites la plupart de leurs jeux aujourd'hui, on a besoin de jouer à des formats avec beaucoup de points pour avoir de belles structures, pour avoir vraiment des stratégies qui se mettent en place, parce que ça reste une stratégie. Et j'espère qu'il y a des gens derrière qui ont quand même la main sur les rênes et qui vont pas laisser prendre un peu la poussière à ce côté un petit peu plus grande échelle, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que tu regardes les apocalypses, donc on est rentré dans le hobby, que ce soit à 40K, les apocalypses, ou je sais plus comment s'appelait le format sur Battle à l'époque, c'était quelque chose qui était mis en avant de tous les côtés. On voyait des batailles avec énormément de figurines, il fallait faire du grand format, il fallait faire beaucoup d'armées, machin, etc. Aujourd'hui, on les voit plus tant que ça, comme si on cherchait à braquer les projecteurs sur un autre format peut-être pour faire rentrer du sang neuf dans le hobby, tant mieux. Moi, j'ai envie de dire, si ce qu'il y a derrière, c'est juste faire rentrer du sang neuf dans le hobby et d'avoir plus de copains avec lesquels jouer, tant mieux. Pour Battle, ça s'appelait les batailles légendaires, le format. Bataille légendaire, ok, ouais, tu vois, je me souvenais même plus. J'ai tellement fait un passage éclair chez Battle que au final, tu vois, je me souvenais plus du tout. Pour te dire, hein, j'avais mon armée de Battle, j'ai jamais fait une seule partie réelle de Battle. J'ai fait une initiation à l'époque de la V6. À l'époque où je crois que la boîte de base c'était, enfin pas la boîte de base, mais il y avait une boîte, c'était Skaven et Ogre. Je crois que c'était à la sortie des Ogres à ce moment-là, tu vois, que j'ai fait du battle vraiment, et j'ai fait juste une partie d'initiation à ce moment-là, tu vois. Mais pour revenir sur ce que tu me disais, voilà, aujourd'hui de toute façon, je connais personne à part quelqu'un dans les murs qui est capable de savoir la direction que veut prendre le navire Games Workshop. Ouais, c'est clair. Voilà, le fait qu'ils veulent mettre les projecteurs aujourd'hui sur des formats d'entrée pour faire rentrer de nouvelles personnes, pour impliquer de nouvelles personnes, pour même potentiellement même faire essayer des choses à des vieux dinosaures comme nous qui littéralement on va pas dire qu'on a tout vu parce que ça serait clairement faux, mais qui ont déjà navigué leur barque, et leur donner envie, leur donner un petit peu de contenu un peu neuf, un petit peu de trucs. Bon, tant mieux. Je veux juste pas non plus qu'on oublie le core game, qu'on oublie ce pourquoi à la base nous on est rentré dans le hobby. Yes. Combien d'armées possèdes-tu? Combien de projets peints? Alors peints, c'est-à-dire 500, 1000, 1500, voilà. Ok, ça marche. Alors c'est l'avantage, parce que j'ai ma compagne qui est juste à côté, donc effectivement, c'est toujours ce genre de choses-là, tu sais, où on te dit normalement, quand t'es avec quelqu'un qui est pas forcément dans le hobby, tu vas toujours minimiser en mode non, mais j'ai pas tant que ça, en fait, j'en ai pas beaucoup.
machin. Moi, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui a clairement compris ce que représentait le hobby et avec lequel je suis entièrement transparent. Bon, forcément, elle vit dans la même pièce que moi, donc elle sait combien j'ai d'armées, elle sait combien j'ai de pitou, donc à ce niveau-là, je suis tranquille, je prends pas de risque. Je risque pas de me prendre une tasse au travers de la tronche en mode « Mais tu m'avais pas dit ça hein !» Ça, non, ça, à ce niveau-là, je suis tranquille. Officiellement, au dernier recensement, juste en Warhammer, donc juste en Games Workshop, que ce soit AOS ou 40K, je suis à 22 armées. Peinte. Non, 22 armées commencées. Voilà. Ah, mais ça Voilà. c'est la deuxième question, parce que la première question c'est projet peint. Voilà. Terminé. Voilà. Alors terminé, Au une global. armée c'est jamais fini, je suis d'accord avec toi, mais Voilà. tu vois, donc un C'est truc ça. où je te dis, tiens, je te dis demain, tiens, je te taquine, je te dis demain on joue Ouais. 1500 points de Death Guard, c'est pas peint. Alors, 1500 points de Death Guard, si je les aurais. Pour le coup, celle-là, je les aurais. Ça sera une liste qui sera moche au possible dans le sens où il n'y aura aucune synergie. Parce que c'est des unités qui vont absolument pas se coordonner, machin. Mais de Death Guard de pain aujourd'hui, j'ai plus de 2000 points. Ah, donc ça c'est un projet. Mais voilà. Mais c'est 2000 points cumulés, pas 2000 points optimisés. Ah oui. Réellement, en squelette d'armée optimisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont proposer à la fois un jeu intéressant, c'est-à-dire quelque chose pour lequel l'adversaire va quand même prendre du plaisir à affronter, je suis à peine à 1000 points. Voilà. Parce que, Oui, par mais exemple, j'ai donc 40 combien d'armées? Alors vas-y, dis-nous combien d'armées. Alors, donc, mais peinte, enfin je veux dire, même si c'est voilà. pas optimisé, allez, t'as 1500 Là, points d'Eldar, aujourd'hui, t'as 1500 ouais. points, vas-y. Là, je vais avoir au total 3 armées à 3000 points. Quand même. Complète, voilà. 3 armées à 3000 points. Je vais avoir 4 armées à 1000 points. Et je vais avoir, je crois, 3 armées, pareil, à peu près à 500 points, format combat de patron. Ce qui veut dire que tu as 12 armées en cours de peinture, si j'ai bien calculé. Ouais, globalement, c'est ça. Alors, justement, tu as répondu à la question qui suit, combien de projets non peints? Alors, peut-être question subsidiaire, parce que là, tu nous as parlé donc, de ces 22 projets, donc AOS 40K mêlés. Quelle est ta prochaine armée? Qui n'est pas ma prochaine peinte, armée, c'est une armée... Ouais, non, elle est pas peinte du tout, parce que globalement, j'ai une figurine qui est finie sur cette armée, et 2 qui sont sous-couchées avec un tissu qui est posé, littéralement. C'est une armée de Sista. Pour le coup, c'est une armée de Sista. D'accord. Côté 40K. Et voilà, comme je l'indique, côté 40K, c'est parce que j'ai la même chose aussi côté AOS. Puis actuellement, voilà. Côté 40K, j'ai une armée qui est sur le point de démarrer. Côté AOS, j'ai 2 armées qui sont en cours de démarrage. Puisque je vais effectivement les Skaven, qui trouvent dinguissime les nouveaux Skaven, je les trouve magnifiques, et du Séraphon. Et je trouve que tu les peins particulièrement bien. Voilà. Les Séraphons ou les Skaven? Les Skaven notamment. Les Séraphons, j'ai vu que tu avais eu du mal, tu as pas mal rebondi dessus au départ, mais c'est là aussi où tu t'es fait la main, où j'ai senti ta progression. On rappelle, justement, ça va faire le lien avec les questions qui viennent juste après, mais on rappelle que tu peins plusieurs fois par semaine sur Twitch, qu'on voit l'avancée de tes projets, et on va en parler juste après. Mais moi, j'ai vu effectivement entre les Séraphons, alors je me rappelle, si je me souviens bien, c'était pour ta femme en plus que tu les avais fait, c'est elle qui avait choisi le format de couleur. Et tu vois, je te suis, hein, tu vois. Ah non, mais j'en ai aucun doute à ce niveau-là. Même tu réagis beaucoup à mes stories et tout, on a vraiment pas mal d'échanges à ce niveau-là. Donc ça, je sais très bien que moi c'est pareil, j'essaie de passer autant que possible le lundi, même si je suis souvent un petit peu en off parce que je suis sur le téléphone. Mais il y a des débats qui me plaisent parce que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le hobby c'est pas juste on se réunit avec les copains sur les pitous, c'est on va dire que c'est un mode de vie. Mais il y a tellement de choses autour que forcément on échange avec des gens, il y a des débats, il y a des échanges, il y a plein de choses. Donc ouais, j'aime bien être quand même à côté, voir un petit peu, si je les ai loupés, regarder les rediffs pour essayer justement, et même il y a certains sujets que tu as abordés que moi j'ai rediscuté avec des copains en mode tiens, j'ai des copains qui ont parlé de ça, t'en penses quoi? Et donc c'est vrai que c'est un format aussi, là, tes petits lives du lundi, tes petits viocs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un format que j'ai connu par quelqu'un qui est souvent chez toi, le copain de plus bas, qui m'a dit tiens, tu devrais aller voir ça, parce que t'étais passé sur un live justement où j'étais avec lui. Et il m'a dit tu devrais aller, donc merci bon Cuba pour la découverte. et donc voilà. Mais donc ouais, le projet Séraphon, c'est ma femme littéralement qui est littéralement tombée en amour sur les nouveaux modèles Séraphon, et particulièrement sur les petits skinks. Alors ça pour le coup c'est des vieux modèles, donc je grince un peu des dents.
Mais par contre, ça a été quasiment 1 an pour trouver le schéma de couleur. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. On a dit 3 fois. C'était au prud'homme l'histoire, hein, délire. Hein. Finalement, quasiment 1 an. Elle vient de me fusiller du regard. Je viens de perdre 3 PV d'un coup. Là. Ah ouais, parce que là, c'est blessure mortelle. Hein. Ah ouais, là, directement. Là, il n'y a pas de sauvegarde, j'ai pas de ward, rien du tout. Hein. Oui, mais effectivement. Vas-y, pardon. Et en fait, on a mis quasiment 1 an à choisir le schéma de couleur parce qu'elle voulait un schéma de couleur pour les Saurus, un schéma particulier pour les skinks, un schéma particulier pour les slans, un schéma particulier pour les montures. J'ai réussi à faire que les Trolltigor et les Saurus c'était à peu près les mêmes parce que j'ai réussi à lui vendre que globalement c'était les mêmes bassins de frais. Mais ouais, là on n'est pas loin d'une galerie d'art complète, juste sur cette armée-là, quoi. Et encore, hein, t'as pas demandé de peindre avec de la peinture caméléon parce que ça aurait été une solution, ça. Bah ça, le pire c'est qu'elle me l'a demandé. Elle a vu un copain qui utilise sur ses Eldar des peintures irisées. Elle s'est dit ah ça pourrait être sympa ça. C'est un cauchemar à peindre. C'est un cauchemar à maîtriser parce qu'on sait jamais ce que c'est. Quand ça sèche, on sait pas ce que ça va donner au moment où on le pose, quoi. C'est vraiment compliqué. Ouais. Très très compliqué. C'est ça. En tout cas, ouais, même comme t'as les skins caméléon dedans, pardon, excuse-moi. Non, elle veut qu'il y ait un caméléon qui soit pas arc-en-ciel. Oui, bah c'est bien. T'as dit oui. Bon, bah voilà. Oui, ah oui, non, j'ai dit oui. Je lui ai dit bah je te montrerai le caméléon et puis tu te débrouilleras. En tout cas, pour te dire que vraiment c'est sympa parce qu'on voit la progression. On a vu après comment tu es passé d'une armée à l'autre. Ça change assez souvent. Mortarion. Reboot Gilliman. Alors là je me suis marré parce que moi j'avais fait mon reboot juste avant, donc quand je t'ai vu te lancer là-dessus je me suis dit ébarbe bien parce que sinon tu vas voir et voilà, donc c'est très agréable à suivre et je te félicite. Et justement on va aller sur ton projet un peu plus perso, on va dire professionnel, même si tu as un travail à côté. C'est ta chaîne Twitch et ta chaîne YouTube, mais c'est surtout sur Twitch qu'on te voit régulièrement, à savoir donc cette chaîne qui s'appelle Crazy Red, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est le même pseudo que moi, sauf que comme mon vrai pseudo était déjà appris, j'étais obligé de mettre un underscore entre le Crazy et le Red. Voilà, les petites arnaques, forcément. Et comme tu rajoutes des underscores à la fin ou des chiffres machin, bah là moi j'ai été obligé de mettre un petit underscore au milieu. Donc ouais, c'est aujourd'hui c'est réellement le point de rendez-vous entre guillemets de ma commu. Twitch, YouTube, je me suis lancé que très récemment et pour des formats très particuliers, j'essaie en fait de sectoriser les deux. C'est-à-dire que vraiment j'essaie de garder deux ensembles distincts, c'est-à-dire avoir Twitch pour la peinture, pour le hobby, pour vraiment les échanges vraiment où j'ai besoin d'être en direct, où les gens ont besoin de poser des questions de suite. Et YouTube de l'autre côté qui va me permettre de faire de la VOD pour de l'analyse de Codex, de l'analyse de Combat Patrol, de l'analyse de Spearhead et des rapports de bataille. Je me suis rendu compte en fait que moi-même en fait j'étais pas forcément client de rapports de bataille en direct. Le format j'adore y jouer, mais c'est vrai que à suivre en vidéo c'est quand même un format qui est très lent. C'est un format qui peut prendre beaucoup de temps ou si tu décroches à un moment, voilà. Alors que le fait de le mettre en VOD, le fait de le remettre à dispo sur un format monté va permettre de rendre les parties dynamiques, de suivre un rapport de bataille plus facilement, de comprendre un petit peu, de rejouer les scènes potentiellement pour les viewers. Alors pas rejouer les scènes en mode ah non j'ai foiré toutes mes sauvegardes, vas-y laisse-moi les relancer, tu vois le délire. Non mais vraiment que les joueurs puissent. Il y en a qui le font. Oui, pas forcément, c'est les joies du montage. Quand tu te rends compte que pendant une phase t'as balancé, t'as oublié toutes tes FNP. Bon bah attends c'est bon frérot, on l'a refait, on est là et comme ça on le rejoue bien comme il faut. C'est le mal. Oh là là, jamais on fait ça nous. Jamais. Non, c'est pas le genre de la maison. Ah bah non, c'est sûr. Je te jure que c'est vrai. Mais c'est un choix. Après, je comprends qu'on puisse le faire. Parce que c'est vrai que quand tu te tapes 5 ou 6 heures de tournage et qu'au final, ta partie, elle est à chier parce que tu sais que tu vas pas pouvoir la monter parce qu'elle est inintéressante ou quoi que ce soit. On parlait avec David de Warhammer Made by Amateur. C'est assez frustrant. Mais voilà. Et après, des fois, c'est épique. Hein. Tu lances, tu fais quintuple 6. Bah voilà. Voilà, c'est ça, là c'est beau. Mais c'est vrai que YouTube, pour la pérennité des vidéos, je trouve ça intéressant. Alors moi, c'est pas ma génération Twitch, mais je trouve ça intéressant le côté pérenne des vidéos YouTube et le côté très punchy et mais plus courte dans le temps des vidéos Twitch. Donc plus live. Ouais, effectivement. Bah c'est vraiment ce truc où, comme on avait à l'époque, même quand on allait à la télé, regarder les émissions préenregistrées où c'était beaucoup plus guindé, enfin pas guindé, mais plus tenu, beaucoup plus droit, beaucoup plus pro.
du côté des émissions en direct, à la nulle part ailleurs à côté, tu sais jamais à quel moment est-ce que ça va pas t'exploser à la tronche. Hein. Quand t'avais deux Condorcet et Django Reinhardt sur la même table, ouais, tu savais jamais où t'allais finir. Mais voilà, mais c'est vrai que d'un côté, il y a ce côté très spontané, et de l'autre côté, il y a ce côté potentiellement plus agréable à suivre que la consommer à ton rythme, que la consommer à un moment où t'en as envie sur YouTube, que j'aime beaucoup. Alors comment... donc voilà, donc... Oui. Pardon, je t'en prie. Comment t'es venue cette envie, cette idée de partager ta peinture et ton évolution dans ta peinture? Et c'est vraiment passionnant, c'est vrai. Ouais. Et puis maintenant, comme tu le dis, ton projet plus tard, mais ça, on va revenir après sur ce que tu veux faire sur YouTube. Mais comment t'es venue cette... Est-ce que c'est dans ta culture déjà dès le départ, Twitch, par le jeu vidéo? Alors... Ouais, à la base, je suis streamer jeux vidéo. Je me suis lancé en 2017 sur Twitch. Alors, à la base, juste pour passer du temps avec un pote. D'ailleurs, ce pote s'appelle Sig et retenez son nom parce que son rôle dans cette histoire est quand même importante. À la base, voilà, en fait, on jouait ensemble le soir, etc. On était deux potes célibes. On était chez nous, on se faisait nos parties. On jouait à WoW à l'époque. Et en fait, ce pote-là est pompier volontaire. Et un soir, bah, il me dit, frérot, je suis de garde, je me fais chier. Ça te dirait pas, tu lances un live. Comme ça on papote pendant que tu joues, on voit ça. C'était une idée que j'avais en tête déjà depuis un moment. Je termine de peaufiner ça et j'envoie. Et donc, je me retrouve voilà, à faire le con sur Twitch, littéralement, juste parce que bah, mon pote ne peut pas jouer avec moi un soir. Et comme ça sera l'occasion de parler. Et moi, je joue quand même. Tu vois le truc. Et voilà, et je passe pas mal d'années à faire ça, je rencontre d'autres personnes, je rencontre ma compagne aussi, pareil, qui m'accompagne dans le projet, qui me soutient énormément sur Twitch à ce moment-là, mais je fais que du jeu vidéo. Et un jour, Sig, à nouveau, et Nota Blueta, donc ma femme, qui me dit ouais, mais t'as vu toutes les figurines que t'as derrière, machin, etc. Est-ce que ça serait pas une bonne idée à un moment que tu te mettes à les peindre? Parce que, bah voilà, le jeu vidéo, tu peux en faire, mais ça pourrait être cool, ça peut intéresser des gens. Moi, je suis en mode un peu, ouais. Moi-même, j'en consommais pas. J'étais pas un consommateur de live peinture à cette époque-là. Puis, ouais, pourquoi pas, à la limite, une fois de temps en temps pour le fun, pourquoi pas, quoi. Et le truc prend. Le truc, et je me dis, allez, une fois par mois, je vais me faire un live. Puis d'une fois par mois, je suis passé à une fois par semaine. Puis, et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais à un stade au niveau du jeu vidéo où je prenais plus de kiff, en fait, à streamer du jeu vidéo. Ce côté en mode parce que je voulais en fait proposer un contenu régulier sur Twitch. Je voulais proposer quelque chose que les gens aient envie de revenir. Forcément, quand tu commences à faire un petit peu des chiffres sur Twitch, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'aller à l'étape d'après, tu as envie d'avancer en fait. Et je me rendais compte d'un truc un peu cyclique qui était que je me mettais sur un jeu, je prenais un kiff de fou, les gens arrivaient et sentaient que je kiffais ça, donc venaient, revenaient. Puis à un moment, bah, le jeu, quand tu as streamé pendant 3 mois sur le même jeu, tu l'as poncé, tu l'as essoré jusqu'à l'os, bah, tu changes de jeu, t'as envie toi-même, tu as envie d'essayer un autre truc. Et les gens reviennent pas forcément. Et tu te sentais que bah, tu avais des sites, etc. Et j'avais pas forcément non plus envie, tu vois, de me dire, ça c'est le jeu du moment, il faut que je stream ça, machin. Ça, j'avais pas envie de tomber là-dedans. J'avais pas envie de te faire opérer non plus pour avoir des attributs. Voilà, tu voulais pas quoi. Tu voulais pas la piscine, tu voulais pas tout ça quoi. Alors ça, tu sais qu'on me l'a proposé, hein, tu sais, machin, tu veux pas. Il y a des gens qui ont tenté de me mettre des subgoals ou trucs. Vas-y, fais un live depuis Hot-Tub. C'est bon, les loulous. Mais voilà, tu vois, j'avais envie de kiffer ce que je fais. J'avais pas envie de m'aliéner non plus. Parce que voilà, je voulais progresser. Je voulais avancer, ça a été un projet, je voulais faire quelque chose sur Twitch. Mais je voulais pas non plus me vendre. Et c'était compliqué. Et un jour, j'ai littéralement pété un câble. Je me suis dit, tu sais quoi, je revois toute la DA de ma chaîne et je me dis, qu'est-ce qui me fait kiffer? Avant tout, qu'est-ce qui me fait kiffer? Parce que ça sera plus facile pour moi de faire kiffer les gens si déjà de base je fais des choses qui me fait kiffer. Bah déjà, moi je trouve que dans la figurine, il y a un truc, c'est qu'on sent ton envie de progresser. Moi, franchement, en un an, là, c'est vraiment, on sent
tu sors de tes zones de confort, tu vas sur des techniques nouvelles, tu reprends des anciennes techniques, tu les mixes, et ainsi de suite, ainsi de suite. On sent les influences d'un Girio, on sent les influences de tel ou tel autre peintre, de choses comme ça. C'est super intéressant parce que tu es encore accessible par rapport au niveau de ta peinture. Ça commence à être difficile de suivre le niveau, mais on se dit encore, tiens, si on suit ce que fait ce garçon, on doit pouvoir y arriver. Donc, et en plus, tu es très didactique. Tu es très didactique, voilà. Tu expliques très bien, tu expliques longtemps, tu répètes. Donc, c'est vraiment sympa. C'est quelque chose, effectivement, que je vise parce que, effectivement, je vais pas dire contrairement, mais j'ai pas eu la chance d'avoir un background artistique. Je ne sais absolument pas dessiner. Je suis OK chez Claude Laurier, c'est tout ce que je sais faire. Je sais pas sculpter, je sais pas tout ça. J'ai tenté d'apprendre à dessiner, je me suis arrêté très rapidement. Voilà, je vais dire que de base, j'ai pas de sens réellement artistique. Ce que je vais avoir en fait de mon côté, c'est que globalement, je vais être une éponge. Certains ils parlent de fast learner, etc. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'arrive à m'intéresser à des choses et j'arrive à décomposer entre guillemets ce que je vois et je vais tenter de l'assimiler. Alors, je vais pas forcément le faire comme il faut, mais je vais trouver des petits coups sournois, des petites techniques de fourbe, tu vois, pour me dire, ok, c'est pas la bonne technique, mais ça fait le taf, tu vois. Et c'est vrai que le fait de pas être quelqu'un qui de base a cette formation, à ce sens forcément artistique, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais montrer aux gens qu'on pouvait arriver à des trucs sympas avec des petites techniques simples, en superposant certains trucs, en allant, comme tu l'as dit, piocher un peu là-bas, mettre les choses en commun, mixer le tout, et Michalak, comme on dit dans le sud-ouest, Michalak, ça passe. Tu vois le truc. Ça passe ou des fois ça passe pas avec Michalak. Mais ouais, enfin, voilà. Des fois ça passe pas pour les perches. ça passait quand même plus souvent que ça ne passait pas. On va pas tirer sur ce pauvre Michalak. C'est ça. Et en fait, mais d'un autre côté, des fois ça passe pas, mais c'est pas grave parce que c'est que du plastique, c'est que de la peinture, il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas en train de trouver un remède pour le cancer. Et je pense que aussi le fait que je me prenne pas du tout au sérieux dans ce que je fais, puisque voilà, je suis juste un mec qui s'éclate le soir à mettre de la peinture sur ses figurines. Je pense aussi que moi ça m'aide à garder un petit peu ce truc du il faut que ça reste accessible. Je suis pas là pour faire des démonstrations de talent, déjà parce que j'en ai pas, et le but c'est simplement de kiffer en fait. C'est ce que je dis souvent, l'intérêt c'est pas qu'une figurine soit bien peinte, c'est qu'à la fin de ta figurine tu sois content de ce que t'es fait. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait. C'est tout à fait, tu as tout à fait raison. Tout à fait. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'armées, parce que j'essaie d'avoir des styles différents sur chacune de mes armées. J'essaie d'aller chercher, d'expérimenter des trucs, de dire voilà, j'ai besoin de travailler de la chair. Bon écoute, on va partir sur de l'orque, parce que là il y a de quoi faire. Et donc derrière je veux travailler de la rouille, je vais partir sur de la Death Guard, parce que là il y a de quoi faire. Et en gros c'est vrai que j'ai pas forcément un style de peinture qui m'est propre. Je pense que je te mets 4 de mes figurines à côté, t'es pas toi si parce que tu les as vues, mais je mets 4 figurines sans mon nom, rien machin. Une personne qui me connaît pas ne peut pas se dire ok, les 4 figurines ont été peintes par le même mec, parce que 4 styles différents, parce que j'ai pas réellement de style en réalité. J'essaye des trucs, je vois, ça marche, ça me plaît pas, on passe à la suite. Et comme tu dis, j'essaie d'être didactique au maximum parce que j'ai envie que les gens se fassent plaisir en fait. Donc si je leur donne juste un petit tips, voilà, tant mieux. C'est juste une façon de faire. C'est très intéressant, même pour un peintre, on va dire, chevronné comme moi. Moi qui peins depuis 35 ans, toujours de la même manière. Alors moi j'ai peint à la contraste avant que la contraste ça existe, hein, donc voilà. Mais ça vient de mes études d'art plastique au départ. Donc c'est vrai que j'ai toujours peint par ajout, en fait en fonçant, en partant d'une figurine plutôt blanche et en fonçant plutôt qu'en allant chercher la lumière. Méthode aquarelle vénitienne, quoi. Donc voilà. Cher à Jeanne Blanche, hein, d'ailleurs. C'est comme ça qu'il a appris à peindre à Mike McVie à l'époque. Mais toujours est-il que moi, quand je te vois justement, j'apprends des trucs.
Donc, parce que pour le coup, moi, toutes mes armées, on sait que c'est moi qui les ai peintes. Elles sont toujours plus ou moins pastel. Ça, c'est pas très contrasté. Voilà, donc je trouve ça très. Ouais, mais je trouve ça vachement. Moi, je n'ose pas ne pas faire ce que je sais faire. Parce que voilà, donc je trouve vraiment passionnant les gens qui sont capables de se remettre en difficulté pour progresser dans leur peinture. Et ça, moi, je sais pas faire un brossage à sec, par exemple. Je ne sais pas. D'accord. C'est dégueulasse. Il y a un brossage à sec, il est dégueulasse. Il y a un côté de mon côté qui est un éternel insatisfait. C'est-à-dire que je le masque en disant toujours soyez content de ce que vous avez fait, mais soyez motivé pour aller plus loin. Mais en fait, moi, derrière ça, c'est que je suis un éternel insatisfait. Je vais te sortir une figurine, là, je vais la trouver magnifique, machin. Je vais la poser, je vais sortir de mon bureau, je vais la montrer à ma femme. Parce que comme tout le monde, dès que j'ai fini une figurine, j'ai vraiment ma compagne, j'ai fait, t'as vu ce que j'ai fait, hein? T'as vu, hein? T'as vu, j'ai fini, hein? Voilà. Et puis, je vais remonter dans le bureau, je vais la poser, je vais me dire, ok, non, putain, j'ai fait ça là, j'aurais pas dû. Ah, j'aurais dû faire ça comme ça. Ah, bon, c'est pas grave, la prochaine, je ferai comme ça. Tu vois, j'ai vraiment ce truc-là derrière, en fait. Je suis toujours en train de remettre en question ce que je fais, toujours en train de remettre en cause. Et cet hiver, j'avais arrêté de le faire. Et j'ai rencontré un copain qui est un modérateur de chez Girio Dalker et qui est membre de la même asso dont je suis membre, qui m'a mis un coup de pied au cul virtuel en me montrant ses figurines. Je fais, frérot, t'es en train de t'encrouter. Sors de ta zone de confort, va tester les trucs que tu sais pas faire, va te planter, va te rater et tu verras, tu vas re-kiffer. Yes. Alors, justement, aujourd'hui, ce projet Crazy Red sur Twitch, avant qu'on passe à la partie YouTube, ça te prend... alors déjà, c'est combien de lives par semaine? C'est quelle heure? Et après, on parle de la partie un peu plus pro. Alors, c'est 4 lives par semaine, 3 la semaine, un le week-end. Donc, je fais 2 heures de live la semaine, donc le mardi, le jeudi et le vendredi, de 18 à 20h. Voilà, tu vois, c'est ce que j'appelle l'afterwork. C'est l'émission globale de la semaine que j'appelle l'afterwork. Voilà, on termine le boulot, on est tranquille, on se pose, on papote, on fait des trucs, on discute. Voilà, c'est 2 heures de live, ça me permet d'aller très vite, je finis rarement une figurine en 2 heures, mais au moins ça me permet de focus un truc en question, voilà, c'est ça. Et après le dimanche, c'est le live un peu plaisir, c'est le live où là je prends plus de temps parce que c'est un live généralement qui va durer 4 heures, voire qui déborde un petit peu de temps en temps. C'est 13h, 17h minimum. Et là, c'est beaucoup plus des grosses pièces ou des grandes armées. Là, par exemple, ce week-end, je vais attaquer les 20 rats des clans Skaven. On va voir combien j'arrive à en sortir. Voilà. Et de temps en temps, quelques petits lives ponctuels avec des copains qui arrivent comme ci, comme ça. Là, par exemple, en ce moment, on a toute une série de lives avec le copain, justement, Girio, où c'est pendant 2 heures, speed paint. On a un thème, une figurine... on doit choisir en fonction du thème et 2 heures pour la sortie. J'ai vu ça et je trouve que tu t'en es particulièrement bien sorti parce que Girio, c'est quand même une sacrée pointure. C'est quand même sous son air de pas y toucher quelqu'un qui envoie vraiment du lourd, quoi, et qui a un vrai talent. Et qui est en plus très très sympa et toujours voilà, mais mine de rien, la petite claque derrière la tête, tu la prends et aller se mesurer à... Voilà. Moi, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Et là, franchement, je trouve que tu t'en es bien sorti, hein, franchement. Alors, j'étais très satisfait de moi pour le coup pour la première, donc l'Anubis. La deuxième, un peu moins. Je suis parti dans des directions sur lesquelles je ne serais pas allé normalement, mais je me suis dit, au nom de la vitesse d'exécution, bah, je vais prendre ce raccourci-là. Au final, bah, ça m'a permis d'apprendre que plus tard, ça sera quelque chose qu'en speed paint, je ne tenterai pas. Mais voilà. Mais c'est vrai que... Alors après, il y a vraiment pas ce côté, entre guillemets, mesuré, tu vois, avec Girio. C'est vraiment bon enfant qu'on est 4 pour ces événements. On a le copain Guillaume de Apprendre la peinture sur figurine qui est là, la copine Malika aussi, Malika de Wolf Painting Studio. Et donc Girio qui nous invite, c'est un format qu'on a donc à l'initiative de Girio. Mais c'est vrai qu'on est en mode, on n'est pas du tout en mode, allez c'est parti, 2 heures, on va se sortir les doigts. C'est vraiment en mode, bon bah les loulous, comment on fait? On est vraiment en mode ultra chill. Ouais. Faut le faire quand même. Voilà, mais... C'est pas rien. Ah ouais, non, par contre, effectivement, c'est un sacré exercice. Pour le coup, c'est un sacré exercice. Mais c'est hyper bon enfant. Il y a vraiment de nos pressions. Presque c'est nous, on se met la pression solo, en fait, à se dire... C'est plus le chrono qui nous met la pression, tu vois, que réellement le rendu final. Parce que même moi, je suis pas dans une optique aujourd'hui de me dire « Ah, il faut que mon dégradé soit bien en 2 heures, etc. » C'est
purée, il faut que j'ai mis de la peinture de partout en 2 heures, quoi. J'ai vu d'ailleurs que la dernière fois, tout le monde n'avait pas mis de la peinture partout. Hein. Il y a eu des dos qui étaient faits. Voilà, c'était un peu. J'ai pas fait gaffe. C'était c'est Je regarderai. Voilà. Ouais, de toute façon, la vidéo est dispo, j'irai revoir. Alors, ça te prend donc quand même pas mal d'heures par semaine. C'est quand même. Donc, je rappelle que tu fais ça en plus de ton travail. Ton travail, donc, dans l'informatique. Pour ne pas... Ouais, je suis informaticien de métier, c'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est quoi? T'es à plein temps sur l'informatique, t'as un boulot qui te permet de faire ça, et donc voilà. C'est ça, je suis à plein temps en informatique, donc je bosse officiellement 35 heures par semaine. Bon, certains copains de la chaîne le savent très bien qu'en ce moment c'est un petit peu plus, vu le nombre de lives que j'annule parce que je suis coincé au travail. Mais voilà, c'est vraiment une activité à côté. C'est vraiment un petit kiff que je me fais à côté, auquel je peux allouer du temps parce que ma situation familiale me permet d'allouer du temps à ça à côté aujourd'hui. Donc j'en profite tant que ça dure, encore une fois, parce que c'est vraiment juste un kiff. Ma compagne était streameuse aussi, donc elle comprend très bien ce que c'est de passer du temps sur Twitch. Et comme je le disais souvent, quoi qu'il arrive, sur mon temps libre, je vais peindre. Que je peigne dans mon coin solo ou en lançant une caméra et en papotant avec les gens, d'un point de vue temps alloué, au final, c'est la même chose. Donc, autant y aller. Mon boulot, voilà. T'as pas une volonté de professionnalisation par rapport à ça? Alors, là, actuellement, je suis en train de me professionnaliser parce que je suis en train d'essayer justement de monter une entreprise en tant que peintre pro. Mais c'est encore au stade d'organisation. Mais c'est pas par une volonté d'en faire mon métier, parce que pour le coup, mon métier d'informaticien me convient, me donne de l'air pour faire ça et me permet de vivre de façon correcte. C'est la raison simplement pour laquelle je monte ça, c'est pour en fait faire ça de façon légale, parce qu'aujourd'hui, des gens de la commu ont envie que je leur peigne des figurines, ont envie de me confier des projets, et dans un but simplement d'être droit par rapport à la fiscalité, droit par rapport à l'État, toutes ces choses-là. Il est nécessaire que je fasse évoluer mon statut. Mais à aucun moment, j'ai eu envie que ce soit de vivre de Twitch ou de vivre de la peinture, pour la simple et bonne raison que, comme je disais, c'est un à côté, c'est un kiff. Si ça devient un métier duquel ma situation familiale va devenir dépendante, je vais avoir une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui va me brider dans certains délires que j'ai, dans certains trucs, etc., où il va y avoir même si ça va être inconscient, mais une volonté de réussite supérieure, une volonté de performance que je ne veux pas avoir aujourd'hui. Je veux que ça reste un kiff, que ça marche ou que ça ne fonctionne, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. De mon point de vue, le seul kiff que je veux avoir, c'est pouvoir partager un moment avec la commu, pouvoir peindre des pitous. Si ça marche, si ça me rapporte quelques petits centimes que je peux réinvestir dans du matériel, dans de la figurine, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, ça n'a pas d'impact sur ma vie personnelle à côté et sur la vie de mes proches. Yes. Alors justement, aujourd'hui, ce projet Crazy Red, donc tu en as en partie parlé, la phase 2 de la fusée, si j'ose dire, Stéphane, c'est YouTube, avec donc des rapports de bataille, peut-être des tutos peinture. Ça pourrait être intéressant aussi de faire des petites vidéos de tips, même si tu en parles souvent dans tes lives, et puis des explications par rapport à justement à AOS, à Warhammer 40 000 ou autre. Alors ça on est où? Est-ce que là, de la même manière, tu te laisses du temps? Il y a une logique de pérennité dans les vidéos, donc voilà. C'est aussi l'ouverture à des featuring, à des échanges avec d'autres chaînes, comme on le fait là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de YouTube? Alors, effectivement, YouTube, c'est un projet que j'avais en tête déjà depuis pas mal d'années, qu'au final j'ai lancé en janvier, mais pareil, entre le déménagement, des trucs qui sont venus se greffer, il y a un moment où la chaîne est un peu passée, à un peu tout sauter. Là, ça y est, hier, littéralement, une nouvelle vidéo est revenue enfin sur les bacs. Et en fait, ce que je vise surtout, à l'instar de ce que je fais sur Twitch, c'est avant tout viser de la régularité. C'est-à-dire vraiment avoir des créneaux où les gens sont au courant que, tiens, on est tel jour, il va y avoir une vidéo. Voilà. Donc, c'est vraiment la façon où moi je conçois l'environnement YouTube de mon côté, c'est des vidéos qui vont sortir régulièrement, tous les 15 jours. Aujourd'hui, c'est ce que je m'impose comme contrainte, c'est tous les 15 jours une vidéo. Et sur différents aspects. Alors,
dans un premier temps, parce que c'est ce qui est le plus facile pour moi, c'est effectivement plus tourné sur le jeu, donc le wargame en lui-même. Donc ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était des analyses des combats de patrol qui étaient sortis. Très intéressant. Merci beaucoup. Bah, écoute, en fait, j'essaie de mettre un petit peu comme sur Twitch, c'est-à-dire de ne pas partir sur des trucs trop compliqués, sur vraiment, tu vois, partir sur un mur en mode je m'adresse à des joueurs pros, mais vraiment potentiellement vraiment rester aux personnes qui veulent consommer ce format tel qu'il a été designé, c'est-à-dire un marchepied au jeu. Donc, j'essaye de détailler au maximum, j'essaye de rester pas superficiel non plus, mais de ne pas partir dans des laïus trop compliqués, de donner assez d'informations pour que les gens comprennent et envie d'en savoir plus, simplement. Et je m'étais rendu compte d'ailleurs que je balançais des combats de patrol, mais j'avais jamais expliqué comment on joue à combat de patrol. En fait, là, la vidéo qui est sortie hier, c'est littéralement l'explication du comment est-ce qu'on setup une combat de patrol. Voilà. Après 6 mois à faire des vidéos sur le sujet, il me faut 6 mois pour sortir la vidéo qui aurait dû sortir en numéro 1, tu vois le délire. Bon. Non, je le vois très bien parce que moi, on m'a demandé plein de fois des vidéos d'apprentissage du jeu pour Warhammer 40 000 depuis les 4 ans que la chaîne existe. Et le seul moyen que j'ai eu de faire une vidéo d'explication de comment jouer à Warhammer 40 000 en étant suffisamment didactique pour les gens, parce que quand ça fait 40 ans que tu joues au même jeu, en fait, tu as du mal à... dans ton ADN, quoi. Ouais, tu as du mal à comprendre ce que les gens ils veulent que tu leur expliques. Et bien en fait, c'est de prendre un joueur qui n'avait jamais joué, et que c'est lui qui a fait la vidéo, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis contenté de répondre à ses questions, de tourner avec lui, et c'est lui qui a joué. Et en fait, la première question qu'il m'a dit, mais alors vraiment, hein, il m'a dit, mais attends, il y a une fenêtre à ton bâtiment, pourquoi je vois pas au travers ? Et c'est tout con, mais je l'aurais pas mis dans une vidéo, alors que... Oui, c'est ça. Parce que toi, t'as l'habitude, tu dis, bah non, le truc, il est full occultant, t'en fous de la fenêtre. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais pourquoi il est occultant ? Parce que c'est un décor de quel truc, et machin, etc. Et ouais, bah ça, en fait, c'est comme dans beaucoup d'autres, pas forcément que dans le hobby, mais dans beaucoup de corps de métier. Quand t'as un nouveau membre dans ton équipe, il apporte un regard neuf, des questions que toi, en fait, t'as complètement occultées, justement, parce que c'est ton quotidien. Quand t'as quelqu'un de nouveau, bah lui, il va mettre le doigt sur 2-3 trucs. Et toi, tu penses plus. Ouais, exactement. C'est le meilleur façon de le faire. Comme dans le sport. Et puisque tu parlais du football américain, pour le coup, c'est très difficile d'expliquer le football américain à quelqu'un qui n'a pas la culture du football américain. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, tu nous as expliqué ce que tu voulais faire sur YouTube dans les grandes lignes. Une émission tous les 15 jours, des rapports de bataille aussi, alors sur du Spearhead, sur du 40 000. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, pour l'instant, les formats courts sont les seuls formats que j'ai tourné. Donc là, j'ai tourné que du 40K combat de patrol. Il va y avoir du Spearhead. J'ai pour vocation, effectivement, de faire des batailles un peu plus grandes à l'avenir, mais c'est juste que pour l'instant, le setup ne me permettait pas de le faire jusqu'à maintenant. Depuis aujourd'hui, j'ai enfin reçu le dernier matériel, donc ça devrait être possible. Mais sous réserve de test, etc. Donc là, effectivement, on prépare ça là avec justement, on va préparer un 2v2 à 1000 points, donc 2000 points sur la table avec 4 armées en 2v2. Qui va être tourné d'ici 15 jours. Voilà, t'as la primeur de cette annonce. Donc ça va être bien cool. C'est pour les gens. Hein. Oui, voilà. Avec des copains de la commu en plus qui me font que j'avais déjà rencontrés, qui me font le plaisir de venir jouer à la maison. Bien cool, j'ai vraiment hâte. Mais après, voilà, tu parlais aussi de formats plus tournés sur potentiellement des tips de peinture. J'ai essayé, mais comme tu dis, je te le dis, je suis un interne insatisfait et j'ai pas encore trouvé mon format. Je veux le faire, j'ai pas trouvé le format pour le faire. Et comme je veux pas sortir quelque chose qui ne me plaît pas, que je n'irai pas regarder moi-même, pour l'instant, c'est encore dans des phases d'essai, j'essaye encore des trucs. Yes, c'est pas si évident hein, le live a ce côté je me jette à l'eau de toute façon, bon bah c'est passé. L'avantage de Twitch c'est que aussi comme les lives restent pas forcément très longtemps, quelque part il n'y a pas de voilà. YouTube c'est gravé dans le marbre, hein. C'est ça qui est chaud. Voilà. Alors après tu peux l'enlever mais bon ouais, c'est vrai que parfois il vaut mieux pas regarder des vidéos qu'on a faites il y a 2-3 ans en avant. Enfin, avant, parce que sinon on a envie de les balancer direct. Et le paradoxe, c'est que les gens les regardent et que, en fait, comme disait Picasso, à partir du moment où on a fait quoi que ce soit et qu'on le donne au public, ça appartient au public, ça ne nous appartient plus. Et donc, quelque part, on n'a pas le droit de le retirer parce que si on se juge nous-mêmes, on va forcément, en fait, enlever.
les choses en se disant non mais attends, les vidéos que j'ai fait il y a 3 ans, laisse tomber, le son il est dégueulasse, c'est surexposé, blablabla. Mais en fait, si les gens les regardent et qu'ils en sortent quelque chose et qui est important pour eux, ben il faut les laisser en fait. Ouais. C'est ça, c'est qu'entre guillemets, la raison première de ce contenu-là est toujours valide. Toi, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus à ce que tu ferais, mais il y a encore quelqu'un quelque part qui y trouve de l'intérêt et peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre. Donc, vaut mieux le laisser. Ouais, tout à fait. Moi, c'est pas un secret pour personne. Enfin, c'est pas un secret, je m'en fiche, mais je fais la moitié de mes vues avec des vidéos anciennes, en fait. C'est 30 000 vues par mois, ça va être ça va être la moitié. Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis laisse-les, parce que si les gens les regardent, c'est qu'ils y trouvent un quelconque intérêt. Alors aujourd'hui, donc on a dit où tu en étais. Demain, nous allons parler de tes objectifs. On va retourner un petit peu sur le perso avec tes proches, ta famille. Tu nous en as parlé un petit peu de ta femme que nous voyons de temps en temps sur les lives. On l'entend parler au minimum. Ça va, on sent que ça tire à balles réelles. Ah oui, toujours. C'est notre façon de nous dire je t'aime. Si tu basses ta garde, tu sais que tu vas prendre tout de suite. Ah ouais, c'est ça, voilà, toujours sur le qui-vive. Toujours. Mais alors, justement, tu nous as parlé de ta famille. Comment ta famille, tes proches, ta famille, comment ils voient ça, le hobby par rapport à ça? Tu nous as parlé un petit peu de tes parents. Ils préféraient ça plutôt que la drogue, ou ils trouvaient que... Voilà. Alors là, tu vois, je pense que tu pouvais pas trouver une meilleure tournure de phrase que ça. Alors, effectivement, mes parents m'ont toujours vu un petit peu faire de la figurine. Ils m'ont acheté des boîtes quand j'étais gamin, que j'avais pas encore d'argent de poche ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui était inscrit, entre guillemets, dans l'histoire familiale, tu vois. Je suis quasiment le premier de ma famille vraiment impliqué dedans. J'ai quelques cousins à une époque qui étaient intéressés, mais ça n'a jamais non plus trop percuté là-dessus. Donc c'est vrai que je suis un peu un ovni à ce niveau-là, et il a fallu à des moments batailler un petit peu. Quand Conquest est sorti, justement, donc il y a quelques années maintenant, Conquest, on est sur 2017, si je dis pas de conneries. Je vivais plus chez mes parents, j'avais 27 piges, etc. Mais j'annonce à mes parents, je discute sur un truc comme ça, machin, que je vais me prendre l'abonnement parce que tiens, ça me donne envie d'en refaire, machin, etc. Ils ont tiré des tronches en mode mais attends, t'as un loyer à payer, tu vas pas te mettre de l'argent dedans, machin, etc. Mais tu sais, pas dans le jugement, mais tu sais, dans le rôle de parents qui s'inquiètent pour leurs gamins, qui machin, etc. Et je leur ai littéralement répondu, écoutez, vous me connaissez, j'ai 27 ans, je bois pas, je me drogue pas, je fume pas, je vais pas en boîte, je peux bien m'acheter des bonhommes en plastique. Bah oui. Voilà. Je pense que ça, mais littéralement, on a eu cet échange-là avec mes parents. Donc tu vois, la façon dont tu m'as amené le truc, c'était, mais t'as mis des pieds dedans, quoi. mais voilà. Et c'est vrai que ça a mis quand même longtemps, même si je le faisais, etc., pour qu'ils prennent mesure, en fait, de ce qui était en train de se produire de mon côté. J'ai des personnes dans mes proches qui y ont cru immédiatement. Encore une fois, je vais en parler, mais ma compagne, mon pote Sig, mon pote Jaja aussi, qui sont des gros soutiens depuis le début. Oui, ma meilleure amie, donc binôme. Voilà, on s'appelle binôme, c'est pas pour rien, on se connaît depuis la fac, on a toujours été ensemble. C'est quelqu'un qui m'a énormément soutenu dans beaucoup de mes projets. Et donc ces personnes-là ont de suite cru en moi là-dessus et m'ont de suite accompagné. Là où effectivement pour ma famille un petit peu, déjà rien que le stream, hein. Comment ça tu te le mets sur internet en direct, mais comment ça, tu fais quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Et derrière, quand je leur ai dit, je me lance dans le hobby complètement, je vais peindre de la figurine, je vais acheter des boîtes, je vais lâcher 300 balles de figurines par mois pour pouvoir faire du contenu, pour pouvoir machin, etc. Des billes comme un, en mode, mais frérot, t'as 34 ans, tu veux pas plus. T'as 30 ans, tu veux pas, on a une famille. Trouve-toi un vrai métier, merde. Voilà. C'est comme quand t'es musicien et que les gens ils te disent ouais d'accord, mais sinon tu fais quoi comme boulot? C'est insupportable. Ah, mais voilà. C'était un peu ça. Mais c'est qu'en fait, mais encore une fois, c'était pas dans le jugement en mode c'est un truc à la con. En mode mais t'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Dire attends, tu vas rester enfermé chez toi? Bah oui, bah forcément, je vais pas aller peindre en plein air. Hein, tu préférerais pas aller à la pêche? Voilà, tu voudrais pas reprendre le sport? C'est ce que tu veux dire? C'est déjà grossi, c'est ça?
Non, enfin voilà, tu vois, c'est ce truc-là. Mais c'était bienveillant la façon dont c'était amené, tu vois. Mais c'est vrai qu'il aura fallu, pour certains de mon entourage, longtemps avant de se dire ah, mais en fait, il y a un truc qui est en train de se faire. Mais je vais pas leur jeter la pierre parce que même moi, il a fallu longtemps pour me dire ah, mais en fait, il y a un truc qui est en train de se faire. Parce que pendant des années, j'ai streamé pour mes copains et il a fallu un radical changement dans la chaîne et un coup de spot de la part d'autres créateurs de contenu qui sont tombés sur moi à un moment, pas faire une Edouard Baird, mais à un moment où j'étais seul chez moi, tu vois le délire. Et voilà, c'est vrai que voilà, j'ai Ivy, Julien, qui m'a mis en lumière. J'ai Wargame Spirit, pareil, qui m'a raidé plusieurs fois et qui m'ont permis d'augmenter ma visibilité. Girio, c'est hallucinant. On en parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un d'adorable, mais je lui dois énormément aussi à Girio parce que il m'a pas mis un peu de lumière, il m'a carrément braqué un spot au-dessus de la tête et il m'a dit hey, vous l'avez vu lui, voilà, hein, c'est sympa, il est rigolo, il raconte des conneries, on est à peu près pareil, hein. Donc voilà. Et c'est des choses qui ont fait que au final aujourd'hui ça a pris. Mais même moi, si aujourd'hui je dois expliquer, je comprends pas. Non, bah si, mais je pense qu'il y a bah, c'est aussi la sincérité qui fait que ça fonctionne, et puis voilà. Tu sais, parfois il faut pas trop se prendre la tête, hein, donc, non. Tu fais ce que t'aimes, ça marche, et puis voilà, quoi. Donc bah justement... Et c'est même ça, il faut pas se prendre la tête, clairement. Justement. Comment te vois-tu dans le futur? Quel hobbyiste penses-tu devenir quand tu seras vieux? Alors vieux, plus vieux que moi, hein. Attention, on commence pas, hein, parce que entre toi et Girio, là, le vieux bashing, c'est pas bien. Non. Le old bashing après le old hammer. Quel que soit notre âge. Ouais, mais de toute façon, quel que soit notre âge, hein, on peut être né dans les années 90, 2000 ou 70. Et lorsque on se prend une petite figurine dans les doigts, un petit pot de peinture, on a 12 ans en fait. On se retrouve à l'âge à laquelle on a commencé à peindre nos premières figurines. En fait, voilà, faut arrêter de chercher la fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence, elle est dans nos pots de rinçage, elle est dans nos pots de peinture et nos palettes, et c'est avec ça qu'on arrive à garder la tête jeune, en fait. La preuve. Mais voilà. Hein, la preuve. Ah. Merci de corroborer. Donc, est-ce que tu penses que tu deviendras un papy du hobby? Est-ce que tu penses que tu seras dans ton fauteuil club et tu seras là et voilà, tes enfants, tes petits-enfants, moi, et tout ça. Je me vois bien président d'une association de hobbyistes dans mon EHPAD, hein, littéralement. Voilà, tu vois, je vais demander à récupérer la salle polyvalente un jeudi sur 2. Pas trop loin quand même des toilettes, parce que bon, il va falloir faire des pauses, hein, parce qu'une partie de 3h30, il risque d'avoir pas mal d'interruptions pipi. Mais oui, non, ça... aujourd'hui, j'en suis à un état de ma vie, en tout cas, sauf si bouleversement de la sphère hobby dans les années à venir. Aujourd'hui, je vois pas mon temps libre sans lancer des dés et sans décapsuler des pots de peinture. C'est aujourd'hui aussi peut-être un des liens sociaux humains qui reste, le jeu, que ce soit dans le domaine du sport ou dans le domaine du hobby. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'EHPAD du hobby, parce que j'en parlais avec un ami corse, Forge 3D, et plus on en parle, plus on se dit qu'on devrait ouvrir un EHPAD en Corse, un EHPAD spécialisé dans le hobby avec que des hobbyistes. Ce serait pas mal, ça, hein? Tu me dis le jour où il y a un Kickstarter, hein, que je réserve ma place. Hein. Ce serait pas mal. Et putain, ce serait génial. Voilà. Moi, je veux vue sur la piscine. Hein. J'irai jamais à la piscine, mais je veux la vue dessus. Hein. D'accord. Oui, mais tu sais, ça veut dire peut-être qu'il y aura aussi des vieilles hobbyistes. Ah, et moi, tu sais, je n'aurai de vue que pour une vieille hobby. Elle est à côté, je peux pas faire autrement. Bon, il faut qu'il y ait un de nous tous qui gagne au loto, hein, parce qu'à mon avis, ça va être... Mais bon, on va voir ça avec l'ami de Forge 3D. Alors, quel est ton plus grand désir dans le hobby? Je sais pas si c'est d'avoir vu sur la piscine, mais quel est ton plus grand désir dans le hobby? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas te mentir, je suis relativement comblé. C'est-à-dire que la chaîne, en fait, m'ayant donné beaucoup d'air par rapport à mes projets, j'en suis arrivé à un état aujourd'hui où je veux jouer, j'ai la possibilité de jouer. Je veux démarrer une nouvelle armée, j'ai la possibilité de le faire. Je veux me lancer dans un nouveau module de peinture, j'ai la possibilité de le faire. J'ai envie de tester un nouveau jeu, même une nouvelle gamme.
Là, tu vois, c'est ce qui s'est passé. J'ai participé à un Kickstarter sur un jeu The Witcher. Aujourd'hui, je suis comblé. Si vraiment je veux vraiment un truc, un désir, c'est que un univers que j'avais quand j'étais gamin, qui pour moi vraiment pourrait être vraiment cool d'avoir des figurines à leur effigie, potentiellement même un petit peu carrément potentiellement un jeu de plateau. Aujourd'hui, voilà, si j'ai un désir aujourd'hui, c'est de voir littéralement l'univers de Final Fantasy IX appliqué en figurine, avec un jeu, machin, etc. Ces cargos qui fonctionnent à la brume, ces différents groupes, ces différentes cités, voilà, qui pourraient... J'ai pas d'idée de gameplay, mais en fait, c'est un univers qui me plaisait tellement quand j'étais gamin, ce côté à la fois steampunk, fantaisiste, mais pas trop non plus moyenâgeux. Je trouve que c'était un univers qui était pour le coup hyper original, et j'aimerais avoir un jeu de figurines là-dessus. Alors pas forcément un wargame, mais un truc avec lequel jouer en fait. Voilà. Yes. C'est très terre à terre, c'est très basique, mais ouais. Alors c'est intéressant parce qu'il ça fait rebondir sur quelque chose dont on n'a pas parlé, dont on devait parler, c'est-à-dire ton association là où tu es. Il fallait qu'on en parle puisque tu parles de hobbyiste comblé. Et je pense qu'aucun hobbyiste n'est un hobbyiste comblé s'il n'a pas son association. Moi, je prône les associations, vraiment. Donc, ton association, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien sûr, on mettra les liens dans la description de cette vidéo. Pas de souci. Effectivement, donc depuis, ça fait moins d'un an que je les ai rejoints. Je les ai rejoints en janvier, pour le coup. Donc, c'est une association qui s'appelle Phil Occitan, donc qui est basée en périphérie de Toulouse, actuellement qui est basée à Muret, donc dans le sud-ouest de Toulouse. C'est une association que j'ai connue grâce à un très bon ami qui m'a un petit peu intronisé au sein de cette assoce, et avec lesquels en fait de suite on a eu des projets en commun. C'est vrai que je suis pas arrivé avec mes rôles de streamer, machin, influenceur. Je leur ai dit coucou, je fais du contenu et j'ai besoin de soutien. Ça vous dit on fait un truc ensemble? Et ils m'ont dit c'est quoi que tu veux faire? Bah j'ai besoin de table pour potentiellement filmer des parties, faire des rapports de bataille. Littéralement, dans les 15 minutes qui ont suivi l'annonce que j'arrivais sur le Discord et que voilà quel était mon projet, j'ai reçu des dizaines de MP des membres qui me disaient ouais, n'hésite pas, j'ai ça comme armée, j'ai ça à dispo, si tu veux on joue, machin, etc. En gros, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que on ne peut pas être comblé quand on fait du hobby quand on n'a pas une communauté avec laquelle jouer. Parce que le hobby, ça reste un truc communautaire. Certes, tu peux t'amuser chez toi, tu peux te faire plaisir, machin, etc. Mais le hobby ne prend réellement que... Enfin, tu ne tombes dans la quintessence du hobby que lorsque tu peux réellement partager les différents aspects de ce hobby avec les copains. Je m'étais fait un groupe de copains, et je les ai toujours d'ailleurs dans ma boutique officielle de Toulouse, avec lesquels on discute beaucoup peinture, parce que j'ai des copains qui aiment beaucoup mon style de peinture et qui ont envie de progresser, donc ils me demandent des tips. Eux, de leur côté, moi qui n'étais absolument pas joueur, m'ont permis de me lancer dans le jeu sur différentes formats, différentes armées, une équipe compétitive avec eux, voilà. Et après, moi, j'ai continué à faire mon chemin, etc. Et je suis arrivé dans cette assoce-là. Pareil, pour du compétitif, pour du hobby, parce qu'on essaye aussi de développer le côté plus artistique de l'association. Aujourd'hui, c'est une association qui mettait des tables à disposition pour faire de la OS. On a en plus ouvert une section 40K. On organise justement avec le copain David Foutroda, dont je parlais tout à l'heure, qui est un des modérateurs de chez Gerio, et qui est celui qui m'a secoué un peu par les épaules et qui m'a dit sors de ta zone de confort, Crazy, fonce, qu'est-ce que tu crains? Rien du tout. Et en fait, on relance un petit peu la dynamique de peinture, on organise des concours de peinture, on en a un qui est en cours, là sur les Spirettes justement de Stormcast, d'AOS. On a jusqu'au mois de septembre pour peindre une Spirette complète, et on a un tournoi Spirette sur ces qui arrivent. Donc beaucoup de choses qui sont créées, les membres qui s'accueillent les uns les autres pour pouvoir jouer ensemble, pour se prêter des armées, pour machin, pour faire des tests. Donc vraiment, tu sens le collectif. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est une asso qui a déjà pas mal d'années, je crois qu'elle a 5 ou 6 ans de mémoire qu'elle existe. Et c'est une association en plus qui a vraiment pas seulement un rôle au sein du groupe de joueurs, mais qui a aussi un rayonnement, puisqu'elle est directement en échange avec l'association donc l'AOSFF. Alors c'est l'association pour l'organisation de la scène figuriniste française.
Voilà, parce que même s'il y a AOS, ce n'est absolument pas Age of Sigmar, mais globalement, c'est l'association qui va organiser les tournois nationaux, etc., dans les différentes régions pour les championnats de France d'AOS. Et c'est eux qui leur servent justement d'équipe haute la plupart du temps pour héberger ces événements-là. Donc voilà, ça s'investit à la fois pour notre association, mais aussi pour les autres groupes associatifs qui sont autour, parce que ça fourmille d'associations autour de Toulouse. Et pour le coup, ça permet de rencontrer beaucoup de profils de joueurs, beaucoup d'armées, beaucoup de mentalités différentes. Et c'est un plaisir. Bah écoute, ça donne envie en tout cas. Hein, donc, si tu m'invites, je viendrai vous voir avec grand plaisir. Hein, ce sera une grande découverte. Avec plaisir, ça ferait vraiment plaisir de faire un héros en balade du côté du fil occitan, du côté de Toulouse, pour découvrir cette association, parce que ça fait écho à ce que moi je peux connaître aussi bien à Cognac qu'à Angoulême, et c'est vrai que ça fait plaisir, donc ça donne grand plaisir. Tu le vends très très bien, ça donne vachement envie. Voilà. Alors, c'est les jours d'ouverture, c'est quel jour et qui... Alors, en fait, on a une salle qui nous est mise à disposition par la mairie. Donc, c'est une salle polyvalente qui est partagée avec d'autres associations. Donc, nous, on l'a le jeudi soir et le samedi toute la journée. Quand je dis toute la journée, c'est... Voilà, faut juste que le dimanche, potentiellement, on l'ait libéré. Mais ça nous est arrivé, potentiellement, de faire des parties jusqu'à très très tard dans la nuit, en ayant commencé à 8h du matin. Voilà. Et en plus de ça, on peut l'avoir potentiellement aussi les dimanches, parce que ça nous arrive de faire des tournois sur 2 jours au sein du groupe, où là, effectivement, on veut les avoir un petit peu plus. C'est un peu plus exceptionnel. Mais l'avantage aussi, c'est que comme on est dépendant, enfin, on est directement en échange avec une mairie, on a des entrées dans d'autres mairies autour de la ville, ce qui nous permet justement d'avoir accès pour organiser justement ces tournois dans des salles un peu plus grandes, des salles des fêtes, comme c'est directement, qui dépendent de la métropole toulousaine. Donc il y a vraiment quelque chose de... C'est pas juste une petite asso de quartier, machin, tu vois, c'était vraiment quelque chose qui est bien rationalisé, bien tenu, bien entretenu, et en plus avec un passif avec les différentes mairies, ce qui fait que on a du poids dans les discussions, on a une crédibilité auprès des différents acteurs de l'État qui peuvent justement nous permettre de faire des événements de ce genre de choses. Yes, donc fil occitan, je vous rappelle les liens dans la description, n'hésitez pas à contacter si vous êtes dans la région de Toulouse. Alors, on va faire maintenant ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby. Eh ben écoute, pour le coup, c'est les deux sont liés. Parce que en fait c'est à la fois mon meilleur souvenir, même si entre guillemets les choses ne sont pas passées comme j'aurais aimé qu'elles se passent, mais c'est réellement une des trucs qui m'a dit c'est vraiment ça que je veux faire, et en même temps c'est ma meilleure anecdote. En fait c'est tout simplement ma première participation à un vrai tournoi 40K, donc en novembre l'année dernière, donc le premier gros déplacement de ma carrière de joueur. Attention, hein, toute proportion gardée, hein, c'est un tournoi de L3, c'est la première fois que l'équipe s'aligne, et en gros, donc voilà, déjà de base c'est ce que j'aime dans le hobby, c'est-à-dire c'est un week-end entre copains. On est parti avec la team, c'était sur Carcassonne, donc on avait loué un Airbnb, on était vraiment, c'est le week-end entre copains, machin. On savait qu'on allait passer un bon moment, on savait pas ce qu'on allait faire, mais on savait déjà de base qu'on allait passer un bon moment. Donc moi c'est la première fois que je participe à un tournoi, et forcément je suis le petit noob des tournois. Littéralement la première game que je fais, c'est la 3e partie que je fais à 2000 points avec l'armée que je joue. Donc à ce moment là je jouais de mes tyrannides. Je sais que je vais me faire casser la gueule tout le week-end, mais putain je vais jouer, j'ai un week-end complet avec les copains pour aller lancer du dé. Donc déjà je sais que je vais passer un bon moment. Malgré tout, j'ai forcément ce petit spectre qui est au-dessus de la tête. On nous a toujours dit, fais gaffe, les tournois, la mentalité, les joueurs, machin, etc. Je suis arrivé sur ce tournoi-là, 60 joueurs. 36 joueurs, puisqu'on était 6 équipes de 6. Voilà. Une ambiance à se marrer. Alors oui, j'ai pris des culs tout le week-end. Hein. J'ai pas gagné une game. J'ai fait 2-17-3, j'ai fait 1-15-5, 1-14-6 et 1-18-2. Pris des culs tout le week-end. Mais je me suis fait un kiff. Et j'ai rencontré des joueurs qui étaient cool. Des joueurs, même dans l'optique d'un tournoi,
qui étaient didactiques, qui jouaient avec toi, qui te machin, qui te parlaient de leur armée, qui te machin, enfin, vraiment un super moment. Bon, déjà un super moment parce que je veux bouger avec mes copains, et en plus parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas... Alors si, il y en avait un, sur les 36, il y en avait un. Mais lui, de toute façon, voilà, hein, le genre de personne où tu discutes figurines, machin, etc. Tu te dis, ouais, j'avais envie de jouer cette figurine-là parce qu'elle est belle et j'avais envie de la mettre dans ma liste. Et tu te regardes dans le blanc des yeux et tu te dis, ouais, mais nous, de toute façon, tu sais, on joue pas des figurines, on joue des règles. Dire, ok, allez, balance tes dés, fais-toi plaisir, consomme le hobby comme tu veux, passe un bon voyage. Mais tu vois le truc. Mais j'ai littéralement passé 3 jours au total à être des copains, à jeter du dé, à bouger mon armée de tyrannide que je venais de terminer. S'est fait éclater au sol, mais bah putain, j'étais fier. Et même si je me suis mis un peu en retrait de l'équipe derrière parce que j'ai senti que si mon équipe voulait faire des trucs, il fallait plutôt que j'ai un rôle de remplaçant sparring partner et que je laisse un peu ma place à de meilleurs joueurs que moi à ce moment-là pour le bien de l'équipe. Vraiment nul à chier. Mais bah putain, c'était un week-end de folie. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu le match retour, même si je ne jouais pas, bah, j'ai voulu aller le voir. Parce que déjà, je voulais aller soutenir mes copains. Et en plus, parce que je savais qu'en face, c'était à nouveau les mêmes joueurs que j'allais voir. Et que je voulais retrouver les joueurs contre qui j'avais joué, les joueurs avec lesquels j'avais échangé, avec lesquels j'avais partagé 3 heures de jeu sur une table. Et certains m'ont reconnu. Certains sont revenus papoter avec moi. Et pas parce que je suis Crazy Red, parce qu'aucun d'entre eux ne savait que j'étais streamer ou quoi que ce soit. Mais juste parce que bah, on avait partagé un petit moment tous ensemble. Et si c'est pas ça qu'on change dans le hobby, bah, parce qu'il est juste pas pour j'étais là, quoi. Absolument, absolument. Alors on va passer maintenant à notre questionnaire portrait chinois, notre questionnaire de Proust à la bouillon de culture, à la Bernard Pivot. Est-ce que tu es prêt, hein, sachant que ça... Allez, je suis prêt. Attention, donc c'est si tu étais... Oh, c'est si vous étiez, mais on va se tutoyer. Donc c'est si tu étais un mot dans le hobby. Communauté. C'est beau. Ah, c'est beau. Ah, ouais, non, mais c'est littéralement beau. Ça. Enfin, ah là, il y a du miel qui coule. Attends, je vais vomir. Je reviens. C'est vrai que c'est sucré, tout ce que tu veux, mais c'est vrai, en même temps, je sais que tu penses exactement la même chose que moi, de toute façon. Mais on fait ça pour être avec les copains. C'est les copains. C'est voilà. Les copains. Ça ouvre même la discussion à une autre chose, c'est que des gens qui veulent systématiquement intégrer les autres à des gens qui sont pas hobbyistes, je sais pas s'ils se rendent compte que c'est pas forcément une bonne idée. Non, faut laisser venir les gens. Voilà, exactement. Je suis assez d'accord. Faut pas les forcer. Faut leur montrer, bien sûr, s'ils sont demandeurs, mais je pense pas qu'il faut les. Voilà. Faut pas être. Alors, vas-y. Non, je t'en prie. Je te laisse finir, c'est ton invité. Hein. Voilà, il faut être ouvert aux gens qui sont intéressés. Il faut potentiellement montrer, mais faut pas faire du porte-à-porte. Faut pas être un prêcheur du hobby. Quelqu'un s'y intéresse, lui donner ce qu'il attend et le niveau qu'il attend. Faut pas forcément le noyer, c'est le meilleur moyen de faire peur à quelqu'un. C'est clair. Si tu étais un livre dans le hobby. Je peux en donner 2. Oui. Non. La fuite de l'Eisenstein, donc le tome 4 de l'Hérésidorus. Ouais. Puisque littéralement il y a mon non, ça je le garderai pour plus tard. D'accord. Voilà. Mais la fuite de l'Eisenstein, donc le tome 4 de l'Hérésidorus qui couvre, je crois que c'est James Swallow qui l'a écrit si je dis pas de conneries, qui couvre justement le voyage d'un contingent de la Death Guard pour tenter de prévenir l'empereur de l'Hérésidorus et du massacre d'Istvan. Ça t'a plu, ça? Ah, je suis dingue de ce bouquin. Il se bat littéralement avec un autre bouquin que j'adore, mais étant donné que mon personnage favori est dans celui-là, c'est pour ça qu'il est là d'une courte tête. Mais sinon, il y a Légion, pareil, je crois que c'est Dalavent, qui parle de l'Alpha Légion, et de toute façon, tout le monde aime l'Alpha Légion, parce qu'on est tous membres de l'Alpha Légion. Certainement pas. Si tu étais un jeu dans le hobby. Dreadfleet. Oh, monseigneur. Ouais, Dreadfleet. D'accord. Parce que un jeu qu'on n'a pas assez vu, ça a été un one shot qui a pas marché comme il aurait dû marcher, et que j'ai envie de revoir.
et qui mérite tellement plus. Et puis les figurines sont magnifiques. C'est pas impossible que ça revienne d'ailleurs. Je peux même te le confirmer, ça va très vite revenir. Bon. Si tu étais une couleur. Alors, pour toi, ça, je vais pas te mentir. La réponse, elle va être facile. Hein. Voilà, hein, je le porte littéralement sur moi. Hein, le Hullred Forever, le couteau suisse du hobby. Ah ouais. Comment j'en fous partout. J'en fous dans mon café le matin et tout. D'accord. Bon, tu vois. Comme quoi, hein, j'ai encore des choses à apprendre. Hein. C'est une couleur qui est à la fois... Alors, certes, effectivement, je vais pas travailler une armure blanche en passant avec du Hullred, mais c'est une couleur que je trouve très riche comme base. Tu veux travailler du rouge, ça va te donner quelque chose de sympa. Tu veux travailler une armure dorée, c'est le meilleur moyen d'avoir des ombres dans ton doré qui vont être plus intéressantes qu'un simple noir, par exemple, si tu bases sur du noir. Pour travailler de la carnation, c'est très intéressant. Même pour travailler des teintes plus ésotériques, pour travailler un violet, ça m'arrive de travailler un violet en le basant sur un Hullred. Parce que ça va apporter de la complexion à la teinte. Alors après, voilà, c'est quand justement tu disais, t'en apprends, mais c'est surtout que, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu as une école de peinture qui va travailler dans un sens contraire au mien. Moi, je vais partir sur des sombres très profonds que je vais venir éclaircir. Toi, tu parlais d'école justement d'aquarelle, effectivement, où là, tu vas travailler plus sur des glacis très clairs que tu vas venir densifier en pigments jusqu'à arriver à la teinte que tu veux. Donc, effectivement, c'est contre-intuitif quand tu as cette façon de peindre. Mais alors oui et non, parce que par exemple, je vais m'en servir moi pour teinter. Alors je sais pas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est en suivant. Mais pour teinter du noir, par exemple, pour faire des reflets mat. Parce que le problème du noir, souvent, c'est que les creux deviennent brillants, et c'est tout le contraire qu'il faut. Donc, on va teinter avec. C'est littéralement une teinte justement que j'utilise pour ombrer mon noir, comme tu le dis justement. Quand je vais faire certains travaux d'armure noire, je vais avoir tendance à éclaircir en zénithal avec un lilas, une teinte grisâtre mais légèrement violacée. Et par contre, je vais mettre un adiral, donc par-dessous, en brun rouge. Et le brun rouge que j'utilise, c'est le L1. Yes. Si tu étais une faction dans le hobby. Une faction de cœur, hein, depuis mon arrivée dans le hobby, c'est les Blood Angels. Je suis un Blood Angels. Au fond de moi, je suis un Blood Angels. Ah, tiens, tu dois être content en ce moment alors. Alors, je suis hypé en me disant qu'il va y avoir de nouvelles choses parce que le peu qu'on m'a annoncé pour l'instant a un goût littéralement de trop peu. Donc, comme tu vois, comme toujours, c'est quelque chose que tu aimes. Tu t'attends à certaines choses, tu as des attentes qui sont très hautes. Et pour l'instant, je suis encore sur ma faim. Si tu étais une unité hors personnage dans le hobby. Pareil, on va rester chez les Bloods, mais on va aller chercher justement l'unité emblématique des Blood Angels. La Death Company, voilà, la compagnie de la mort. Voilà, c'est pour moi, c'est ce que représente justement le plus les Blood Angels. Alors, pas la compagnie de la mort en elle-même, mais le fait que chacun des membres des Blood Angels sait qu'il finira, s'il n'est pas tué avant, il finira dans la compagnie de la mort. Donc, entre guillemets, je vais pas parler de fatalisme, mais entre guillemets, cette chose qui permet à un Blood Angels de garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est pas un surhomme, il finira par devenir fou, il finira par mourir. Et voilà, c'est entre guillemets, pour moi, la compagnie de la mort représente le côté peut-être le plus humain du Blood Angels et par extension du Space Marines. Yes, c'est très bon ça. Si tu étais un personnage dans le hobby. Alors là, pour le coup, on va quitter les Blood Angels. Alors, c'est beaucoup de 40k parce qu'encore une fois, c'est le jeu sur lequel je joue le plus et sur lequel j'ai le plus de passifs, même au niveau du lore. Non, au niveau des personnages. Ouais, c'est normal. Normal. Pour moi, c'est The GOAT, c'est le GOAT. C'est ce cher Nathaniel Garro. Nathaniel Garro qui est pour moi mon personnage favori d'une petite tête. Il y a un autre personnage derrière que j'aime beaucoup. Mais Nathaniel Garro, ce côté très stoïque de la Death Guard, ce côté très résigné et inexorable justement de la Death Guard pré-hérésie. Et en même temps, ce côté fidèle qu'il a à l'empereur, certes, mais pas aveugle. Parce que clairement, je sais pas si tu as lu le roman Garro, non. qui est
tout ce qui se passe justement pour Nathaniel Garro une fois qu'il a réussi à prévenir Malcador. Oui. Et en gros, c'est le roman qui explique la naissance de ce qui s'appelle les Chevaliers Errants, qui deviendront les Chevaliers Gris par la suite. Et en gros, toute cette remise en question qu'a... En fait, l'hérésie d'Horus fait que le plafond de loyauté aveugle qu'avait Garro s'explose, et le fait se questionner à la fois sur lui-même, sur son existence, sur les ordres qu'il reçoit, parce qu'il est directement placé sous les ordres de Malcador, mais il sent bien que justement il ne doit plus suivre aveuglément les ordres de quelqu'un, et il se doit questionner. En même temps, sa foi est remise en question. Il va rencontrer Euphrati Keller, donc la sainte vivante. Donc en fait, c'est vraiment une suite de petites nouvelles où on va rencontrer plusieurs personnages qui vont devenir importants par la suite dans l'établissement des Chevaliers Gris, mais tout en étant en fait une remise en question du statut d'armes des Space Marines par le questionnement en fait interne de Nathaniel Garro. Et donc c'est ce côté à la fois, encore une fois, c'est con à dire, hein, mais les Space Marines, c'est censé être des armes, des surhommes, etc. Et ce qui me plaît le plus dans ces Space Marines, c'est leur côté humain, c'est leur faille, c'est le côté justement où le vernis s'éclate et tu vois ce qu'il y a derrière. Il est pas passionnant, franchement, hein. Allez le voir en stream. Alors quand il peint, voilà, mais pas que. Donc vraiment, merci à toi pour Nathaniel Garro. Alors tu parlais d'un deuxième personnage, il était dans une courte tête, ce deuxième personnage, on peut te le concéder. Alors normalement t'as le droit qu'il y ait une réponse, mais ce deuxième personnage, c'est qui? Azek Harriman, donc le premier capitaine des Thousand Sons, voilà, funeste Harriman, qui, c'est pareil, hein, lui pour le coup il est resté chaotique là où Nathaniel Garro est resté loyaliste. Mais encore une fois, les Thousand Sons, c'est pareil, c'est une faction où je me dis qu'elle est passée chaotique. Je préfère largement les personnages chaotiques quoi qu'il arrive, parce que j'ai l'impression que leur background est mieux écrit, qu'il y a plus de dualité, qu'il y a plus de... Justement, c'est moins lisse, et donc c'est plus intéressant. Mais Azek, voilà, ce que j'aime beaucoup. Oui. Est-ce que tu as lu les romans actuels de Warhammer 40 000 ? Et notamment... Non, pour l'instant, j'ai lu que de l'hérésie d'Horus. Ah, mais voilà, c'est pour ça que tu dis ça. Parce que, honnêtement, Dark Imperium, Guerre et Peste, la trilogie Reboot Gilliman, voilà, tu m'en diras des nouvelles quand tu l'auras lu. Ouais. Franchement, pour moi, c'est le meilleur la meilleure trilogie qui a été sortie depuis très longtemps. D'abord, c'est assez bien écrit, ce qui est maintenant assez rare. Et en plus de ça, on y apprend, quand on sait lire entre les lignes, ce qui se passe chez Games en même temps. Ouais. Et en plus, tu parlais de dualité de personnages et ainsi de suite. Et là, on voit la profondeur d'un Reboot Gilliman. Je sais que tu l'as peint. Et je pense que quand tu liras ça, tu seras encore plus... Et puis, il y a Mortarion dedans, qui n'est quand même pas la moitié de quelqu'un. Ouais, donc, voilà. C'est vrai que Gilliman, à l'époque de l'hérésie d'Horus, et même il est transparent. au début du hobby, il est transparent, il est lisse, machin, je ne supportais pas. Et là, depuis son réveil, j'ai commencé un petit peu à regarder les trucs, avec la croisade Indomitus, tout ça, là, où là, effectivement, le personnage devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus en mode, mais non, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, voilà, on ressent, en fait, c'est con à dire encore une fois, mais il y a le côté du questionnement humain qui revient derrière et qui rajoute de la profondeur, de la complexité au personnage. On n'est plus sur un archétype de droiture, globalement un tableau Excel sur pattes. Et justement, dans le même genre aussi, les guerriers d'Ultramar, notamment avec Ariel Ventris, ça aussi, ça fait partie des bouquins parce que c'est pas évident, il y a énormément de livres qui sortent dans la Black Library. D'ailleurs, je vais avoir un petit format sur la Black Library. Tiens, puisque toi, moi, je dis aussi des trucs pour la rentrée. Il y aura un format sur la Black Library que j'ai déjà écrit, et il faut que j'enregistre les vidéos. Et justement, non pas pour spoiler les livres, c'est pas histoire de vous raconter l'histoire, parce qu'après, non, mais c'est de les mettre à l'intérieur. Voilà, chaque livre sera noté sur un certain nombre de critères qui vous informeront de ce que vous allez lire, si c'est fluffy, canon, pas canon, si ça fait avancer le lore ou pas. Parce qu'il y a énormément de bouquins, on les achète, on se dit putain, je vais apprendre des trucs. T'as fini de le lire, t'as rien appris et tu te dis heureusement qu'ils sont payés à la ligne, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Mais pour le coup, Uriel Ventris, voilà. Alors, reprenons. Si tu étais une règle, un stratagème ou un sort. Je vais choisir un stratagème et je vais prendre l'intervention héroïque. Ah, c'est pas mal.
C'est pas le plus facile à jouer. Moins cher, donc voilà. Non, oui, mais là, par contre, maintenant, je le spam. Hein. Depuis qu'il a passé à un PC, je le spam. J'aime beaucoup ce côté, entre guillemets, viens me chercher, mais par contre, tu vas pas taper que celui-là. Moi, je viens aider mes copains. Là, ça, tu vois, ça c'est vraiment ce truc-là en mode, allez, viens, on se la donne. Tu vois. Si tu étais un bruit dans le hobby. Un bruit. Ah bah oui. En plus, c'est un truc récurrent. Je dirais le silence fracassant d'un Michael Douglas. Excellent. Michael Douglas, je la connaissais pas, putain. Excellent. Ah bah ça, c'est ma grande spécialité. Chaque fois qu'il y a un Douglas quelque part, ça part en Michael Douglas. Ouais, excellent. Bah celle-là, je la garde. Celle-là, je la placerai dans un rapport de bataille. Excellent. Si vous n'aviez pas ce hobby, si tu n'étais pas dans le hobby, qu'est-ce que tu ferais? Si tu n'avais pas ce hobby, qu'est-ce que tu ferais à la place? Il est possible, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé sur Toulouse il y a 2 ans, je faisais pas encore autant de hobbies que ce que je fais aujourd'hui. Une des premières choses que j'ai cherché, c'était une asso d'airsoft. Je faisais de l'airsoft quand j'étais un peu plus jeune. Et parce que j'aime beaucoup, entre guillemets, ce côté simulation, ce côté esprit d'équipe, à nouveau, tu vois. Parce que moi, je faisais vraiment, quand je faisais de l'airsoft, je faisais ce qui s'appelle, entre guillemets, le 1000 sim. À ce nom-là, mais c'était en gros, ça m'était arrivé déjà de partir sur 3-4 jours complets de mission sans arrêt de jeu. Donc on démarrait le vendredi matin, on terminait le dimanche soir en ayant dormi pendant la game, en faisant des tours de garde, ce genre de choses-là, en ayant tout notre remport, etc. Donc je pense que potentiellement je me serais remis à ça parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais c'est surtout que j'avais un très bon groupe de potes avec qui je faisais ça à l'époque. Donc potentiellement ça aurait été sous réserve que je rencontre aussi des gens avec lesquels je me serais aussi bien entendu sur Toulouse. Sinon, tout simplement, je pense que j'aurais continué à streamer du jeu vidéo avec, pour le coup, un focus beaucoup plus important sur mon style de jeu, c'est-à-dire les action RPG très compliqués, de style Dark Souls, Sekiro, même cela, il y a une grande vague de ces jeux-là qui sont de retour, une volonté des joueurs d'avoir de très gros défis sur la scène action RPG. Et voilà, et je pense que ouais, j'aurais évolué là-dessus et je serais parti potentiellement même sur un profil de speedrunner sur ce genre de jeu-là. Et enfin, si vous étiez devant l'empereur ou Jarvis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu et entendre te dire? Alors l'empereur, j'avoue qu'il y a pas mal de choses que j'ai à lui dire. Hein, parce qu'à un moment, déjà, je commencerai par lui dire c'est mort là, c'est bon. Reste pas assis aussi longtemps, tu vas choper des fourmis dans les pieds. Et quand tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te faire une cheville. Voilà. Hein, le trône d'or. Voilà. Non. Voilà pour ceux qui suivent. Hein, n'hésitez pas si vous voulez savoir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires et je viendrai vous répondre. Mais ouais, non, il y a bon, allez, on va dire l'empereur, mais on va s'adresser justement à ceux qui sont derrière l'empereur et Jarvis par la même occasion, parce que Jarvis, effectivement, j'ai suivi énormément de ses rapports de bataille à l'époque des White Dwarf, de la fin des années 2000 et du début des années 2010, à l'époque où vraiment je suis rentré réellement à grand coup de chaussure dans le hobby. Merci, simplement merci, pour commencer. Je pense que tout le monde a dû te dire merci à un moment à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, en fait, ouais, je kiffe tellement ce que je suis en train de faire et je prends tellement un pied à faire tout ça et à peindre tout ça que s'il n'y avait pas ça, c'est quand même sacrément chier, quoi. Donc merci. Alors, je me permets, cher Crazy, dis-moi, cher amiral Crazy, de reformuler. C'est lui qui te dit quelque chose. Tu es devant Dieu au passage de la porte finale. Qu'est-ce que tu aimerais si tu veux? Voilà, imagine Saint-Pierre. Voilà, c'est ça le sens de la question. Mais non, je t'en prie. Et c'est intéressant quand même. Donc, qu'est-ce que Jarvis ou l'empereur te dirait à toi? Voilà, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te disent? Est-ce qu'ils devraient te dire merci? Oui, je ne sais pas, mais... Non. Effectivement, ouais, j'avais mal lu la question. Alors,
À la limite, tu pourrais peut-être lui demander quelle est la réponse à l'univers, à la vie et à tout le reste. Mais bon, comme on la connaît déjà, voilà. C'est 42. Non, voilà. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Ça, je l'ai pas Non, préparé c'est pour le coup. lui, il va te dire quelque chose. C'est ça. Qu'est-ce Ah que oui, tu aimerais qu'est-ce que qu'il te j'aimerais dise? Est-ce que tu aimerais que lui te remercie? Tu vois, tu es trop humble pour imaginer qu'il puisse te dire quelque chose. J'aimerais qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a choisi Horus plutôt que Sanguinius. Ah oui, ça c'est une vraie question. Ça c'est vrai. Parce que même Horus se pose la question. Même Horus se dit ça aurait dû être Sanguinius. Eh ben, il faudrait qu'il réponde à cette question, effectivement. Eh ben, merci en tout cas. C'était un vrai plaisir de passer cette heure et demie, un peu plus d'une heure et demie ensemble. C'était vraiment, c'était vraiment... Merci beaucoup. Ça a mis du temps à se mettre en place. Ça fait presque 6 mois, 1 an qu'on dit il faut qu'on chope, faut que tu viennes. Un an, hein. Ouais, voilà. C'est toujours le temps de YouTube ou le temps des streamers, c'est toujours un temps long, on a toujours beaucoup de choses à faire parce que mine de rien, vous ne le voyez pas, mais c'est énormément de travail. Je dis pas ça pour se placer de la friture ou de machin, mais c'est vrai que souvent on se dit allez, on se voit le week-end. Ah bah non, on peut pas parce qu'il y a ça, ah oui, j'ai un tournoi, ah oui, bah non, je dois aller faire un tournage ceci, enfin bref. Et pourtant on n'est pas très loin. Non, c'est ça, on est à quoi, 4 heures de route, voilà. 5 heures de route. Mais ouais, il faudrait qu'on le fasse. En tout cas, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Je vous rappelle que les liens de la chaîne Twitch, les liens de la chaîne YouTube et de l'association de Crazy Red de l'amiral maintenant, parce que moi je l'appelle capitaine, mais de l'amiral Crazy Red sont dans la description de cette vidéo. Donc longue vie à tes projets, surtout ne change pas. C'est un vrai plaisir, un vrai vent de fraîcheur et on sent toute la passion qui t'anime et c'est vraiment un plaisir. Merci encore de t'être prêté au jeu pas si facile des questions-réponses de Lordo Hobby Stratum. Voilà. Et j'y tiens parce que c'est quand même moi qui l'ai inventé celle-là. Parce que voilà, il y a bon, mais bon, c'est YouTube. Hein. YouTube n'est fait que de redites. Ah non, mais ça me va très bien. Et alors, j'ai une dernière question quand même. Dis-moi. Alors, c'est pas Jarvis Johnson qui avait répondu de l'œuf ou de la poule dans un truc sur un White Dwarf. Non, la vraie question, puisque la saison va commencer dans quelques semaines, et là, la pré-saison commence voilà. Ton équipe de football américain préférée, d'abord. Ouais. Bah, alors, moi, je suis forcément, hein, j'ai commencé à suivre le football américain à la moitié des années 2000. Un patriote. Je suis... Ah mais j'ai le casque des Patriotes à la maison, j'ai une statue de Brady à la maison. Forcément, moi le binôme Belichick-Brady m'a vendu du rêve. La paire Brady-Moss à l'époque m'a fait me lever de mon siège. Ah oui, Rob Gronkowski est littéralement le meilleur tight end de l'histoire. J'aime beaucoup Kelsey en ce moment, mais Rob Gronkowski, je suis désolé. Ouais, j'aime bien Hernandez quand même. Non pas Hernandez parce qu'il a, mais ouais, celui des Chiefs. Mais c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai, voilà, j'ai grandi avec la dynastie des Patriots, donc forcément, ça n'a pas été ma première équipe par contre, parce que je suis arrivé dans le truc avec les Bengals de Cincinnati, parce que j'étais littéralement fan de Chad Johnson, donc Ocho Cinco, qui plus tard est venu jouer chez les Patriots. Et voilà, enfin, il est venu jouer chez les Dolphins aussi. De l'histoire. Ouais, voilà, c'est une fraude ce mec, hein, mais il me faisait mourir de rire sur le terrain. Donc c'est vrai que, ouais, voilà, un grand kiff sur les Patriots. Bon bah cette année, là, tu vas pas être à la fête. Hein. Non, là, cette année, non, clairement pas. Mais même depuis le départ de Brady, depuis le départ d'Edelman, depuis le départ de toute cette vague-là, même de Gronkowski, j'avais déjà pas mal lâché les trucs. J'étais hyper content pour les Buccaneers, forcément, comme en plus, voilà. Ah bah oui, ça fait aimer les Buccaneers, hein. C'est bien. Ah oui, il m'a fait aimer les Buccaneers, ça, t'imagines. Et donc moi, je vais te donner quand même mon équipe préférée. Ouais. Mon équipe préférée, c'est les Dolphins. Vas-y. Depuis 1986. Depuis Dan Marino. Voilà. Déjà parce que moi je m'appelle Marin, lui s'appelle Marino, donc on était obligé de bien s'entendre. Ouais, forcément, il y avait un truc quoi. Et puis, là par contre, tu vois, cette année, l'équipe que je vais suivre, je pense que là je vais, parce que j'ai envie de voir un peu ce que ça donne, mais je pense que ça va partir sur les Vikings, sur les Minnesota Vikings. J'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. Il y a leur quarterback, il y a un style que j'aime par rapport, parce que effectivement, même si on est rentré dans la dynastie des Kansas Chiefs, hein, parce que effectivement Mahomes c'est très bon, mais c'est pas un style de jeu que j'aime.
C'est pas un quarterback qui a un style que j'aime. Donc voilà, moi là pour cette-ci, je pense que je vais mettre mon petit pied sur du les côté Vikings. des Vikings. D'accord. Voilà, ils vont peut-être pas aller jusqu'au bout, mais en tout cas, ils ont un style de jeu qui me parle davantage. D'accord, et ben moi, puisqu'on en est là, puisqu'on a viré complet football américain, d'ailleurs, c'est peut-être une reconversion, hein, on faudra peut-être qu'on fasse des podcasts sur le football américain. Moi, je vois cette année pas du tout les Dolphins, parce qu'ils ont beau avoir soi-disant une attaque de feu, j'y crois pas une seconde, même si je supporterai toujours les Dolphins. Mais je pense que Green Bay, avec Jordan Love, peut faire des choses cette année. Les Packers. Les Packers, ouais. Et c'est pour faire plaisir à mon meilleur ami, donc, qui est fan des Packers. Donc voilà. Ils ont toujours été proches, de toute façon, les Packers. Ça a toujours été une équipe sur le rasoir. Hein. Mais ouais, il faudrait que je regarde un petit peu ce que ça donne, ce qu'ils ont drafté. Parce qu'ils vont. En tout cas, ce sera l'occasion peut-être de d'autres discussions. Je pense qu'on aura, quand je viendrai sur Toulouse ou quand tu viendras sur Cognac, on aura bien des choses à se dire. Donc c'est quoi, viens, on se fait un match l'année où les Lions gagnent le Super Bowl. Attends, ils étaient pas si loin. Personne va l'avoir. Ils sont pas si loin que ça avec Jared Goff, ce qui me surprend, mais bon voilà. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez... Et merci encore beaucoup, Stéphane. C'était vraiment un grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, comme on dit au Québec, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller le faire par son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller chez nos partenaires. C'est une manière de soutenir la chaîne puisque c'est grâce à leur soutien financier que nous pouvons continuer à exister. Et je vous rappelle que les tipeurs de la chaîne ont divers avantages chez nos partenaires. Merci encore mon cher Crazy. On se retrouve sur Twitch dans tes lives. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur 40K Wargamer TV. Mais jusqu'à là, ou d'ici là plus exactement, n'oubliez pas que sans maîtrise... la Shediat n'est rien. Excellent.